Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de techandplay.com, l'émission qui parle de l'actu, de la tech, du jeu vidéo et de la pop culture. Nous sommes le mardi 20 juillet, il est 9h31, comment vas-tu? J'ai l'impression que tu remontes un poisson. Que tu es encore ambiancé de la trouvaille qu'on a vue sur Jamie. Ouais. Il faut savoir que pendant les 10 minutes... Alors bonjour le chat bien sûr. Hein. Bonjour à Il vous. faut savoir que pendant les 10 minutes de waiting screen, on essaie de trouver les trucs les plus chelous sur internet. Et on s'enjaille, hein, On s'enjaille. ça marche très bien. Papillon Lumière, Jamie qui dit ta maman mais de façon pas très gentille. Les out of context de Sonic Boom, enfin bref, on s'amuse comme on peut mais on s'amuse. N'hésitez pas à taper Sumérien Chat sur YouTube, Ah oui. une grande vidéo. Bref, Comment ça va SF? comme on le voit, la fatigue comme d'habitude, mais sinon ça va, ça m'a réveillé de regarder tous ces mèmes si je puisse me permettre. Carrément. Aujourd'hui, on va parler de quoi l'actu? On va parler tout simplement de Xbox Pass, on va faire un petit bilan sur ces 4 ans. Ouais, Game Pass. Du Game Pass, autant pour moi, Xbox Game Pass. Je vais vous parler de Nintendo qui a répondu à Bloomberg sur un article qu'ils ont posté, ils sont pas très contents. Voilà. Tu vas nous parler ensuite de Pegasus qui ont fait un truc pas très ouf. C'est de l'espionnage à grande échelle, là c'est James Bond. Hein. Clairement. Moi, je veux parler d'un problème qui touche les Galaxy S20, un problème un peu embêtant qui arrive malheureusement plus souvent que l'on ne pense. Hein. Tu nous parler de DLSS et de RTX sous ARM. Tout est possible, on peut rêver. On en parlait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. D'accord, oui, c'est vrai. Et moi, je vais vous parler de Amazon et Apple, en tout cas de Amazon qui a persuadé Apple de supprimer une application de son App Store et qui a réussi. Je vous en dis en détail plus tout à l'heure. C'est un petit peu triste, malheureusement. Ouais, tu vas nous en dire un peu plus là-dessus quand les grands s'écharpent un petit peu. On va voir ce que ça donne. Je vois que, ah oui, c'est vrai, l'avant-première de Camelot ce soir. Ah, Oh, je sais pas quand je vais pouvoir aller le voir, ça dégoûte. Ça dégoûte. ah oui, parce qu'il sort au ciné du coup, celui-ci. Bah là, c'est l'avant-première, donc moi, c'est pas ce soir, Mm. c'est sûr, mais Mais il à sortira partir au de ciné, demain, je crois que c'est demain qu'il sort du coup, Ouais. pour tout le monde, on va dire. Je sais pas quand je vais aller le voir, mais pressé. Bah, tu Mon nous Dieu, parles, pressé. Bah ouais, j'aimerais bien, c'est pour Ouais, ça que je vais ça essayer pourrait d'aller être le cool. voir rapidement, si Ok. possible. Bah, ce serait cool, avant les vacances. Je prends la rêve Grumuf, j'irai regarder ça après. Moi aussi. Ensuite, un petit mot pour notre cher sponsor. Bien Vous le sûr. connaissez, P-Cloud, notre cher sponsor qui permet à ce live d'exister. P-Cloud qui est une solution de stockage en ligne pour pouvoir stocker tous vos documents, images, musique, vidéos, et de pouvoir les partager avec votre famille, avec vos amis ou de manière professionnelle. Tout ça de manière extrêmement sécurisée. Nous avons des offres à l'heure actuelle. Moins 65% sur les deux offres Lifetime, 175 € au lieu de 480 pour la version 500 Go et 350 € au lieu de 980 pour la version 2 Tera. Merci P-Cloud. Merci P-Cloud. Et on passe à l'actu. Let's go. C'est moi qui commence. Bah oui. Ah bah oui, évidemment. Bah oui, bah c'est toi qui... Ça me rappelle Alain c'est toi qui Finkielkraut. dis. L'émission a commencé. Ah d'accord. On va parler de Game Pass. Je suis désolé, je suis vraiment fatigué. Mais vous en faites pas, c'est un vieux diesel. La machine se lance. Hein. Mettez des mèmes, tout ça dans le chat. Vroom, vroom, vroom. L'émission a commencé. Très bien. On va parler de Game Pass. Jeuxvideo.com a fait un dossier pour revenir sur les 4 ans et je veux évidemment les citer. C'est Carnby, l'expert Xbox entre autres de jeuxvideo.com qui a fait ce dossier très intéressant et je me permets de vous le relayer. Vous pourrez aller le revoir en détail, vous le trouverez sans aucun souci. Mais on va déjà le regarder un petit peu ensemble, revenir sur ces 4 ans. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet abonnement qui fait beaucoup parler de lui. Alors si vraiment vous ne connaissez pas le Game Pass, en 2 mots et demi, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un service d'abonnement mensuel qui vous donne accès à un catalogue de jeux dont lesquels vous pouvez disposer. Un catalogue évolutif, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui partent des fois, il y a des jeux qui arrivent des fois. Le roulement est d'à peu près 1 mois, c'est-à-dire que tous les mois, il y a des jeux qui partent et d'autres qui arrivent.
Et, Si techniquement, à l'heure actuelle, surtout, il y en a plus qui arrivent que d'autres que de certains qui bah, on parle pas beaucoup de ceux qui partent, c'est surtout ça. Après, c'est des jeux, c'est pas les principes. après, là, on est dans un moment intéressant, ouais, c'est ça surtout où je trouve qu'il y a plus de jeux intéressants qui arrivent et ceux qui partent, c'est les petits trucs dont on se Vous fout un m'entendez petit pas? peu. Ah, Ah ouais, mon qu'est-ce micro pas ça? n'est pas activé. Ah, Pour le micro. je Qu'est-ce qui vérifie. se passe? Ah, il y a Attends. des déconnectés. Je regarde ceci. Tu regardes? Vas-y, je Ok. regarde. Je te laisse continuer ton réaction. Je peux faire mon monologue. Enfin, j'ai pris le pouvoir. C'était fait exprès depuis le début, bien sûr. Donc oui, comme je le disais, il y a un roulement. En ce moment, il y a plutôt des jeux pas hyper intéressants qui sortent, donc c'est cool, et des jeux cool qui arrivent, donc c'est tout bénef. À savoir qu'il y a une version différente pour le PC et la Xbox. Ça, c'est intéressant, puisque vous n'avez pas les mêmes jeux sur le Game Pass PC et sur le Game Pass Xbox. Il y a un peu plus de jeux sur sur le Game Pass Xbox, je vais y arriver. Game Pass, Game Pass, Game Pass, voilà, c'est bon. Et il existe une formule dit Ultimate qui vous donne accès au Game Pass autant sur votre Xbox que sur votre PC et aussi à xCloud, le cloud de chez Xbox, qui vous permet de jouer à n'importe quel jeu du Game Pass sur votre mobile, sur un navigateur internet et bientôt sur votre télé connectée d'ailleurs. Donc voilà, une formule assez énorme. Ah, je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Je crois que mon micro est Oui, revenu. C'est bon. il Je est reviens dans le des champ. nôtres, il a son micro branché comme les autres. Pardon, désolé, merci Vous beaucoup m'entendez au bien le chat? euh, Hop, je vous laisse faire un petit retour. Voilà, j'espère que normalement ça doit être revenu. problème Problème réglé, réglé. super. Super. Merci beaucoup à vous Merci beaucoup pour, pour de la m'avoir réactivité. prévenu. C'est cool. Merci. Donc voilà pour ce qui est du point. Et qu'est-ce que c'est le Game Pass? Maintenant, on va pouvoir avancer sur les premières questions de cet article, à savoir, est-ce que le catalogue du Game Pass propose vraiment plus de 100 jeux? Pourquoi ce chiffre de 100? Tout simplement parce que c'est le chiffre qui est mis en avant par Xbox eux-mêmes, par Microsoft. Depuis le début, ils nous disent un catalogue de plus de 100 jeux, nanana, nanana. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est largement vrai, et c'est même très largement sous-évalué, ce qui est assez étonnant. On ne sait pas pourquoi ils ne mettent pas à jour ce chiffre. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, ils ont répertorié tous les jeux sur Xbox qu'on peut avoir sur le Game Pass, donc Game Pass Xbox. On arrive à 293 jeux et 330 jeux sur PC. Et si on combine les deux et qu'on on enlève pardon, les doublons, des fois il y a le même jeu sur le Game Pass PC et Xbox, souvent même. Si on enlève les DLC qui ne sont pas des standalone, et si on enlève les collections dont il existe tous les jeux à l'unité, par exemple on prend Yakuza, il y a une collection de jeux, sauf que tous les jeux Yakuza existent aussi à l'unité. Donc ils n'ont pas compté deux fois. Et ben, on arrive à 369 jeux en tout avec le Xbox Game Pass Ultimate sur les deux consoles et sans doublons. Donc quand ils nous disent 100 jeux, on est quand même très loin de la On vérité. est bien Quoi. au-dessus. On est Sachant bien que, au-dessus. est-ce qu'on est d'accord que, parce que moi je n'ai pas le Game Pass, mais s'il lui arrive sur VR, là, il y aura un truc, là on pourra en parler plus sérieusement, en tout cas il donne très envie, mais on est bien d'accord que le catalogue pour Xbox et le catalogue pour PC est le même, Pas tout le temps, non. pas tout le temps. Il y a Non. quelques exclus des fois. Il y a quelques exclus. Ok. Il y a plus de jeux. Alors, eux, ils disent plus de jeux PC, donc ça a changé dernièrement. Au début, il y en avait plus Xbox. Je m'en suis même pas rendu compte que le PC était passé devant. Mais il est vrai que le catalogue Xbox est plus intéressant. Du coup, oui. Il y a un peu plus de gros jeux, je trouve, sur Xbox. Maintenant, moi qui l'ai que sur PC, je n'ai pas de Xbox. Franchement, j'y trouve mon compte. Hein. D'accord, mais si tu achètes la version, c'est la version Ultimate. c'est ça, quand tu as du coup les deux catalogues, tu peux utiliser la version Xbox sur PC ou pas? Non. D'accord. Non, c'est des Ok. jeux, parce que c'est des jeux qui sont peut-être même pas sur PC. Ouais, aussi. c'est Ça- optimisé pour Xbox et vraiment pour Ouais. Xbox. Donc ça, c'est bien si tu as une Xbox. Donc ça, si tu as une Xbox et un PC, la version Ultimate est l'endroit où il faut aller. Quoi. Ok. Après, ça, par contre, ça peut être aussi intéressant pour avoir accès à xCloud, qui n'est que Aussi. dans le Ultimate. Et c'est pas un délire de partage également de compte ou de conneries du style? Ou c'est que y a pas de ça? Comment ça? Genre, mettons, on peut pas partager un peu comme Netflix. Ah plus non, cher, il n'y a, pas Ok. de plusieurs écrans ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas. Ok. Il y a pas. Et je vous parlerai du prix si vous ne le connaissez pas à la fin de tout ça, vous en faites pas. Ouais, grosso merdo, on va dire On va que revenir, le Game Pass, c'est Spoil le. pas, spoil pas le prix. Ah non, c'est pas le prix, j'allais spoiler. Mais en gros, tout simplement, le Game Pass, c'est le Netflix du jeu vidéo. C'est un peu ce que ça se veut être, oui. Voilà. Voilà. Ce que ça va Après, être. on reviendra là-dessus à la fin, mais tu vas voir qu'il y a une petite nuance quand on dit le Netflix du jeu vidéo. Et d'ailleurs, je voudrais bien avoir ton avis et celui du chat là-dessus. Mhm. Mais on en reparle à la fin. Vous allez voir. Hop.
mauvaise cam, pardon, excusez-moi. Donc on continue. L'autre question dont il est question, j'ai envie de dire ici, c'est la qualité des jeux du Game Pass. Souvent, on dit que le Game Pass, c'est que des jeux catégorie jaune. Ce que ça veut dire, catégorie jaune, c'est que c'est des jeux qui ont entre 50 et 74 sur 100 sur Metacritic. Metacritic est un site qui regroupe les notes de plusieurs professionnels pour en faire une seule, tout simplement une moyenne des moyennes, j'ai envie de dire une moyenne des notes plutôt. Et donc on dit souvent qu'il y a beaucoup de jeux moyens sur le Game Pass, c'est pas foufou, ils vont chercher à droite à gauche ce qui traîne. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ils ont fait quelque chose de très intéressant dans ce dossier-là, pardon. Ils sont allés regrouper tous les jeux du Game Pass, chercher leur note métacritique. Ils nous disent même que s'il n'existe que sur Xbox mais pas sur PC, ils prennent la note Xbox ou inversement. S'il n'existe pas de note PC ou Xbox pour ce jeu mais qu'il est sorti sur d'autres consoles, ils prennent la note d'une autre console équivalente à la Xbox, donc PlayStation. Et s'il n'a pas de note, il n'est pas pris en compte. Okay. Donc vraiment, c'est un travail de fou. Hein. Là, franchement, assez dingo. Et voilà les résultats. Ils sont très très clairs. Si c'est en vert, c'est une note qui est supérieure à 75. Si c'est en jaune, c'est entre 50 et 74. Si c'est en rouge, c'est en dessous de 50. Sur Xbox, il y a 70% de jeux qui sont au-dessus de 75 de notes, 28 en dessous, entre 50 et 74, et ainsi de suite. Et vous voyez que c'est pas une usine à jeux jaunes, entre guillemets. Je veux dire, on parle encore de 300 jeux sur chaque plateforme, plus ou moins. Hein. Donc, la majorité reste très bonne, quoi. Enfin, c'est ça. On va dire, là, clairement, il y a 98% des jeux là, qui sont très bons. Bah oui, surtout que, encore une fois... Au-delà de 50, ce sera peut-être pas aussi bien qu'au-delà de 75, effectivement, mais ça reste correct. Complètement. Un jeu jaune ne veut pas dire un mauvais jeu, en plus. Exactement. Y a des jeux qui ont été mal reçus par la critique et qu'on a réhabilité un peu plus tard aussi, ça arrivé. Ça veut dire que ça peut être des jeux à 73 aussi, hein, ils sont jaunes quand même. Mais voilà, donc ça c'est intéressant et c'est un gros boulot de leur part, chapeau à eux. Et là on voit que finalement, c'est ok quand même, c'est pas dégueulasse. Maintenant, l'autre question, c'est sur les jeux first party de Microsoft. Est-ce qu'ils ont perdu en qualité depuis la sortie du Game Pass? En fait, ce que ça implique, c'est que pour répondre à la demande du Game Pass en jeu, c'est une bête qui a toujours faim de jeu, Xbox aurait décidé de faire des jeux un peu plus rapidement et de les proposer vite fait sur le Game Pass et de ne pas se faire chier à faire des très bons jeux qui mettent 1000 ans à être faits. Un peu comme Nintendo. On peut dire, franchement, honnêtement, on peut le dire pour Nintendo. Hein. On va pas se mentir, ceux de la Switch, les party games sont pas... Là, c'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué, c'est clair. Alors, il rappelle un truc intéressant, c'est que c'est un peu ce qui s'est passé dans l'industrie de la musique, entre autres. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, j'ai un peu sauté les trucs. Voilà, on est là, c'est la partie d'après pour la musique, vous allez voir, c'est très intéressant la comparaison qu'ils font. Mais on reviendra dessus après. Donc pareil, ils nous ont fait un tableau, ils ont pris les jeux de first party Microsoft, et ils ont compilé toutes les notes pour voir s'il y avait un changement entre 2013 et 2017, donc pré-Game Pass, pendant 2017 et 2020, en plein dans le Game Pass, et dernièrement, depuis le mois de mars 2020, pour vraiment être aujourd'hui où on en est. Et vous voyez que les notes, elles n'ont pas beaucoup bougé. Encore une fois, sur PC, on est passé de 74,65 à 72, donc oui, il y a une perte de 2 points en moyenne, et là, on est remonté à 75. Donc en fait, c'est un graphique où on voit une courbe, mais en fait, quand tu regardes les valeurs, ça reste relativement proche. Bon, c'est franchement très proche. Hein. Donc, encore une fois, le sacrifice, il eusse pu être vrai, j'ai envie de dire, au début du Game Pass. Mais là, déjà, on voit une courbe qui évolue pas mal et qui remonte. On est plutôt sur un plan ascendant actuellement. Et c'est assez intéressant de le noter. En vrai, oui, on a eu Crackdown 3 qui a été une immonde merde. Il y a eu un peu de ça au début, c'est vrai. Mais là, on revient plutôt pas mal. Avançons dans le sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour les industriels, pour les développeurs? Qu'est-ce que ça leur apporte le Game Pass? Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est ça le nerf de la guerre. Hein. Si eux n'y trouvent pas leur compte, il ne se passe rien. Hein. Ça ne va pas chercher beaucoup plus loin.
Et c'est là qu'ils font le rapport avec l'industrie de la musique et que je suis allé un petit peu vite, et même de la vidéo d'ailleurs. En gros, ce que le dossier rappelle, c'est que la rémunération des artistes qui diffusent leur musique Mhm. dans un abonnement, du genre qui mettent sur Spotify leur musique, Ouais, ou des quoi que heures. ce soit, ou Deezer bien sûr, ou quoi que ce soit, et Bien ben en sûr. fait on a vu des limites à cette façon de faire. Selon une étude de Hypo Artis, que je ne connaissais pas le nom, hein, je l'avoue, 90% des producteurs ayant mis leur musique sur Spotify touchaient moins de 1 000 € par an. Donc c'est vraiment Ah oui, médiocre punaise. en Limite termes de revenus. Sur YouTube, ils gagnent beaucoup plus, quoi. Ouais, quasiment, ouais, c'est un peu ça. Putain, c'est ouf. C'est un petit peu ça. Et donc, on voit bien que c'est pas toujours une bonne chose pour les producteurs de contenu de venir se mettre dans un système d'abonnement. Et on avait un petit peu peur que ça fasse un peu pareil pour les développeurs qui sont un peu sous-payés, que ça soit Microsoft qui vienne au chevet de la bête morte, filer 3,5 $ pour récupérer le jeu. Mm. Et on avait peur de tout ça. Maintenant, est-ce que c'est le cas ou pas? Eh ben, on sait comment il marche un petit peu Microsoft sur le Game Pass, et ça c'est intéressant aussi. Souvent, ils proposent enfin souvent, toujours même, c'est ce qui est dit et c'est ce qu'ont entendu tous les journalistes qui travaillent là-dessus, c'est toujours des accords au cas par cas. Donc ça c'est chouette. Il n'y a pas de le grand contrat il est là, mon pote, t'as plus qu'à signer et tu sais que tu vas te faire baiser à la fin. Ok. Non, ça marche pas comme ça, c'est vraiment du cas par cas. Ça va varier en fonction de la taille du studio, logique, mais aussi de l'avancement du projet. C'est-à-dire que Microsoft peut arriver à la fin d'un projet, et là, ils ne vont pas demander beaucoup, puisque le jeu a été fait indépendamment de leur volonté avant, et ils n'ont pas mis d'argent, et ils ne vont pas non plus tout prendre et faire la baraka et se barrer. Ou alors, ils peuvent arriver très tôt dans le projet, injecter beaucoup d'argent dedans, et donc demander un peu plus de visibilité sur le Game Pass, à savoir peut-être une exclusivité du jeu sur Game Pass, Mhm. ou des Ça, choses c'est comme bien, ça. ça. Ouais, bien. c'est pas fait n'importe comment apparemment. C'est ça qui est intéressant. On nous dit que les studios, surtout les petits et les moyens, peuvent proposer de mettre leur jeu dans le Game Pass contre une somme d'argent déterminée. Ça arrive beaucoup. C'est-à-dire qu'ils arrivent, Microsoft donne tant au début, et le jeu finit sur le Game Pass en exclusivité ou pas. Mais c'est un virement. C'est une fois, merci, au revoir. Ils peuvent aussi, Microsoft, proposer d'aider financièrement la production, c'est ce que je vous ai dit. Par exemple, l'exemple qui est beaucoup donné, c'est sur le marketing. Nous, Microsoft, prenons en charge le marketing de votre jeu. Ok. Ce qui libère pas mal Oui. les studios, on va pas se mentir. Et encore une fois, ça n'implique pas toujours une exclusivité dans le Game Pass. Hein. Le jeu peut sortir sur d'autres plateformes, mais aussi sur le Game Pass. Effectivement. Donc ça, c'est toujours chouette. Il y a quelques petites citations de studios ayant travaillé dessus, et après on dira quand même que ça ne s'est pas toujours bien passé, hein. On va nuancer aussi, c'est important. Je vous fais une petite citation. On voit ça comme une manière d'étendre le cycle de vie de nos jeux et d'apporter nos titres à des joueurs qui n'auraient pas nécessairement acheté notre jeu, déclare Jonathan Bunny de Codemaster. Codemaster, c'est pas un petit studio. Ce que l'on voit, c'est que des joueurs qui jouent via le Game Pass appellent leurs amis pour dire « Hey, viens jouer avec moi à ce jeu ». Des personnes ne veulent pas souscrire à un autre abonnement, donc elles achètent le jeu. On finit par avoir une tonne de joueurs sur le Game Pass et on voit aussi une tonne de jeux. Ça, c'est Mike Rose de No More Robots. Donc en fait, il y a un côté émulsion de ce jeu-là, je ne l'aurais jamais acheté. Il arrive sur le Game Pass. Hey, tu l'as aussi le Game Pass, viens, on lance une partie. Et On on voit est ce bien. que ça donne et puis c'est pas grave. Ouais, C'est ça qui est bien aussi, je trouve, le Game Pass, c'est que, comme pour l'être plus ou moins Netflix, c'est que vu que tu as un catalogue, tu peux te permettre de lancer, télécharger, lancer suivant ta connexion n'importe quoi et jouer, mettons, tout le monde, oh ça a l'air pas ouf, bon on teste, ça fait une soirée dessus, exactement. c'est bien, tant mieux, c'est pas bien, tant pis, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai pas perdu d'argent. Et ça, je trouve que c'est cool. J'ai Ça, littéralement fait ça hier et c'est très bien. c'est bien. Ouais, voilà, C'est, puis ça te permet de découvrir des jeux. Ouais, complètement. cool. Complètement. Alors ça se passe pas toujours aussi bien. On nous donne l'exemple de Paradox. Honnêtement, ça se passe rarement bien. C'est précisé dans l'article et c'est vrai que moi j'ai eu rarement mal, pardon. Et j'ai eu très très peu de retours ou quoi que ce soit. J'ai entendu très peu de trucs là-dessus, lu très peu d'articles sur des studios qui s'exprimaient pour dire que le Game Pass c'était pas fou et que ça s'était bien passé. Mais ça arrive, il faut le noter. On a Paradox quand même Paradox Studio qui nous disait que en gros, ils ne pensaient pas être assez payés et que pour eux, la sauce n'avait pas pris, quoi. Ils avaient l'impression de s'être fait un petit peu enfler. C'est déjà arrivé, il faut quand même le citer, mais la plupart du temps, c'est plutôt OK. Après, il reste un point, c'est les accords entre Microsoft et des studios indépendants pour créer des jeux exclusifs au Game Pass. C'est les fameux Xbox Game Studios, les jeux Xbox Game Studios.
Et là, souvent, c'est une négociation qui intervient très très tôt, avant même que la production soit lancée. On établit le coût du projet et là, on dit combien on donne d'argent pour développer le projet. Et Xbox est dans le truc dès le début et il n'y a pas d'embrouille tout est fait dès le début. On connaît les valeurs qui vont être fournies, les forfaits, il est de temps, voilà, il n'y a pas d'embrouille. Alors ça, c'est intéressant aussi, oui, contrairement à Netflix et Spotify qui font un petit peu de ça aussi. Hein. Netflix, on voit des films, on se dit ça marche pas comme ça marche complètement comme ça. Hein. Il y a des gens qui veulent faire des films et ils demandent à Netflix de leur payer tant pour faire le film. C'est très très proche dans l'idée. Ah oui, oui. Mais contrairement à Netflix et Spotify, dans le Game Pass aussi, tu vends des produits qui comportent des transactions in-game. C'est-à-dire que même si tu vends ton jeu sur le Game Pass, tu sais que toi derrière, tu peux te faire de l'argent sur les cosmétiques dans ton jeu, les DLC, tout ce que tu veux. Donc il y a ça aussi à garder en tête. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes pour les joueurs, puisque dans le Game Pass, souvent, enfin, des problèmes, il faut le noter en tout cas, pour le joueur, souvent, quand tu prends un jeu, c'est la version standard. Si c'est un jeu à DLC, sur le Game Pass, tu as la version sans rien. Ouais. Très très souvent. Donc si le jeu disparaît du catalogue et que toi, tu t'es acheté des DLC, eh ben, tu dois racheter le jeu de base, si tu veux y jouer plus tard. Mais en regardant tes DLC. En gardant tes DLC. Ok. Donc voilà, c'est toute une idée. Hein. Le Game Pass, c'est aussi évidemment le moyen d'atteindre un écosystème auquel tu n'as pas forcément accès. C'est tous les PC, c'est toutes les Xbox, mais bientôt ça sera toutes les télés connectées, le mobile via le cloud. Donc vraiment, ça devient assez énorme. Il y a tu peux toucher beaucoup de gens. En gros, côté joueur, qu'est-ce que ça donne? C'est assez clair. Hein. Alors il y a quand même des gens qui gueulent parce que les jeux peuvent être retirés du catalogue. On dit que c'est un peu le fast-food du jeu vidéo, c'est-à-dire que tu as tellement de jeux à faire que tu t'en profites pas, juste tu vas lancer des trucs 2 heures. Mais en fait, c'est un problème qui est inhérent à tous les abonnements. Oui, clairement. Moi, j'ai pas ce problème-là personnellement. Moi, je suis en mode, pour prendre l'exemple de Netflix, du coup, ce qui est le plus connu et qui se rapproche plus ou moins le plus, t'as énormément de contenu. Moi, je vais me balader dessus. Je te mode, ah, bah, tiens, j'ai envie de voir ça, let's go, je regarde ça. Je vais pas me forcer de regarder Moi, par exemple, un exemple tout con, la saison 2 de Beastars, je la savoure. Je regarde pas tout d'un coup pour ensuite enchaîner sur autre chose. Je prends mon temps, je regarde tout doucement. Puis même s'il y a d'autres trucs, ça attendra ou je reviendrai pas. Puis c'est Ouais, tout. complètement. Je suis là pour savourer également, j'en profite que c'est là, puis je prends mon temps, je le fais quoi. Bah ouais, Après c'est sûr, si tu veux tout faire, c'est inhérent à tous les systèmes de catalogue, hein, de toute façon, ces problèmes-là. je crois qu'on a un problème avec ouais, l'ATM, ça clignote un petit peu. Ouais, pendant ta chronique, je vais aller refaire le câble là, parce que c'est un peu chiant ce truc. Les problèmes techniques. Les problèmes techniques du mardi. Et enfin, dernier point, et j'en aurais fini avec ce petit dossier. Est-ce que Xbox s'y retrouve? Tout simplement, est-ce que Microsoft s'y retrouve financièrement? On va faire un tout petit peu l'historique de ce qui a été dit. Il y a un an, on a Aaron Greenberg, qui est responsable de chez Xbox, qui nous expliquait dans l'émission What's Good Game que le Game Pass, je cite, n'engendrait pas beaucoup de bénéfices pour le moment. Ça, c'était il y a un an. Le 10 mai 2021, on a Ben Decker, qui lui est responsable du marketing des services des jeux Xbox. Ça doit être chiant à écrire sur la feuille, putain. Le new badge. Ouais, je te jure. Qui lui nous disait cette fois que le Game Pass était 100% viable et sur une base autonome. Le Game Pass marche seul. Aujourd'hui, il fait assez d'argent pour marcher tout seul. Et maintenant, dernier point, on a Phil Spencer, le papa de Xbox, clairement, qui lui nous dit qu'au-delà de l'argent déjà, il y a aussi le fait que ça ramène des gens vers l'écosystème Xbox. Et ça a une valeur finalement. Oui, et la citation entière, je vous la fais. Le Game Pass est évidemment une source de revenus. Nous avons des abonnés et ces abonnés dépensent de l'argent tous les mois, ce qui crée une réserve de recettes. Et c'est un nombre assez important à ce stade. En plus de ça, ces jeux sont distribués dans nos boutiques sur Windows, sur console et maintenant sur le cloud, précise Spencer, donc Phil. Quand on regarde le business du Game Pass, ce que nous faisons, putain, j'ai du mal, désolé, hein, c'est que nous élargissons le nombre de joueurs qui jouent sur notre plateforme. Les chiffres que nous possédons montrent que notre activité croît et qu'elle est rentable chez Xbox. Donc, lui nous certifie que is OK, tout va bien, le Game Pass, ça prend. Et c'est pas une mince affaire parce qu'il y a 4 ans, c'était compliqué, hein, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, c'est 18 millions d'abonnés. Ah oui, donc oui, c'est bien. Et ça date du 26 janvier 2021, c'est des chiffres assez vieux qui ne sont malheureusement pas mis à jour. Donc le Game Pass, c'est une affaire qui semble rouler chez Xbox. On aimerait bien avoir un peu plus fréquemment les abonnés et voir si ça grimpe surtout. Mais voilà.
Non, très honnêtement, je suis très content pour Xbox avec leur Game Pass. Personnellement, moi qui n'ai pas encore le Xbox Game Pass, pour l'instant, je n'ai pas le temps de jouer des jeux vidéo, donc c'est compliqué. Mais honnêtement, quand j'ai un peu plus de temps, franchement, le Game Pass, même l'avantage du Game Pass, c'est que par exemple, imagine, tu es en vacances pendant un mois, let's go, tu te prends un abonnement d'un mois, Tellement. tu te fais tout le catalogue. C'est C'est exactement ça. ultra rentable, beaucoup plus que acheter chez Steam par exemple, pour certains jeux, et puis surtout des exclus. Et je trouve que c'est bien qu'ils ont lancé ce système, ça a eu du mal, mais je trouve que là vraiment il commence à aller d'arriver de plus en plus, il y a de plus en plus de contenu, c'est de plus en plus simple, simplifié pour Ouais. jouer, le fait que ça va être de manière native sur Windows 11, le fait que par exemple il y a un partenariat chez Samsung où le xCloud est déjà très bien optimisé sur smartphone, surtout chez Samsung, mais Android et même iOS de plus en plus. Euh, Très prochainement sur télé, le xCloud sur les télévisions connectées, ça arrive dans vraiment pas longtemps, je pense. Donc je trouve que c'est vraiment bien et qu'ils Ils sont en train de continuent. prendre de la vitesse, tu sens quoi, que Ouais, voilà. ça, Puis surtout, s'ils l'attraction prend. font, pour moi, un truc bien qui pourrait être vraiment génial pour eux, c'est le partenariat avec Oculus. Ça, ce serait Ouais. énorme, un partenariat avec Oculus. Parce que l'avantage de ça, c'est que, comme je l'avais rappelé, je l'avais dit hier, c'est que les jeux en réalité virtuelle sont relativement chers pour le contenu proposé, hein. Vous avez 30 euros pour un jeu d'une heure, donc c'est embêtant, ça coûte extrêmement cher la VR. Et pouvoir proposer une offre, mettre des jeux VR là-dedans qui permettront, mettons pour Beat Saber ou des plus gros jeux, ça pourrait être juste génial. Et le rendre compatible avec une Xbox, encore plus. Ce serait Ouais. un très bon concurrent mettons, le prochain PSVR. Complètement. Nintendo, ils n'ont pas ce système de pass. Malheureusement, non. Il y a eu des discussions. Mais- Il y a quelques années, on a cru que ça allait se faire, le Game Pass sur Switch. Aujourd'hui, on ne sait pas où ça en est. On ne sait pas s'ils ont sait encore pas, des ouais. discussions, si c'est tombé à l'eau. Si le Game Pass de chez Microsoft arriverait sur Switch, ce qui pourrait être très bien. Et très honnêtement, moi, j'aimerais bien, ce sera clairement pas pour maintenant, parce que Nintendo est toujours très en retard. Mais la Switch est juste parfaite pour. C'est la console parfaite pour une console avec Game Pass ou Nintendo Pass, donc leur propre Game Pass personnel. Moi, je trouve que ce serait impeccable, hein. Ouais. Franchement, Nintendo, ils sont des couilles en or s'ils font un truc à 20 euros par mois. Et puis, tu as le Nintendo Switch Online inclus, tous les jeux, etc. Et ce serait juste parfait. Ouais. Surtout Non, que mais la console est portable. surtout que tu as raison. En plus, ce qui est génial pour Nintendo, c'est que ça donnerait du back catalogue à Nintendo très facilement en Tout à fait. proposant l'abonnement sur sa console. Sachant qu'ils ont déjà beaucoup de contenu. Et Xbox ne console. demanderait rien. Parce qu'en fait, juste tu donnes accès au Game Pass à des millions de joueurs qui ont une Switch. Xbox est gagnant, Nintendo gagne en catalogue. Merci, au revoir, tout le monde est content. Clairement. Mais bon, les partenariats, surtout à ce niveau-là, entre deux des trois grands rivaux du jeu vidéo, Même s'ils se sont rapprochés depuis plusieurs même années. s'ils sont un peu clairement. rapprochés. D'ailleurs, c'est marrant de voir que dans toutes les prises de parole de Xbox derrière moi, il y a toujours une Switch dans le décor. Mais ça, c'est cool. Bah, c'est bien ça. Mais bon, on ne sait pas si ça se fera ou pas, ça serait bien, hein. Ça leur permettrait de nous faire jouer à leurs jeux mobiles dégueulasses sur leur catalogue. C'est vrai aussi, hein, Aussi. c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et Ça pour- serait gagnant-gagnant, hein, Je pour sais moi. pas, il existe le Game Pass pour smartphone? Non, mais aujourd'hui, vu avec le xCloud, du coup, tu as un peu Ouais. T'as le catalogue sur ton smartphone, Un mais petit t'as peu, pas voilà. du contenu pour smartphone. Non, mais du Sur coup, c'est le une Game discussion qui va arriver, puisque comme Mais- on en parlait la dernière fois, la discussion sur Oculus, sur la manette et sur le mobile, c'était quand même trois points qui semblaient assez évoqués clairement par Phil Mm. Spencer. Peut-être que Xbox voudrait partir par là et concurrencer peut-être l'Apple Arcade, entre autres. Ouais, ça pourrait bien. Parce Ça que je pourrait crois qu'il y a être également le Play Store, hein, qui a créé un système un peu comme l'Apple Arcade, je crois, mais ça n'a pas du tout marché. Je sais pas, je sais que Sony, eux, veulent se lancer dans le jeu mobile, ils l'ont très clairement dit, et on Mm. aura du Uncharted sur téléphone, on aura tous ces jeux-là, toutes ces licences, et c'est un move relativement intéressant, parce que ça pourrait être des jeux vraiment premium sur mobile et Mm. très cool. Et est-ce que Xbox suivra? Il y a déjà eu des jeux à la con, hein, Xbox sur mobile, hein, mais est-ce que ça ira plus loin? On a eu un Gears of War Tactics, un truc comme ça, je crois, qui était sur mobile. Est-ce que ça va aller plus loin? Je le pense. Même Nintendo se lance sur mobile. Les deux plus gros, Nintendo se se lance. lance depuis des années. je vois pas pourquoi Microsoft ne suivrait pas le mouvement. Oui, non, clairement. Il y avait Lux Sorion Sorion. qui a dit est-ce qu'on a des infos sur Netflix X PlayStation?
Alors non, j'ai pas noté l'info. J'ai pas du tout entendu parler de ça. Moi. Alors j'ai pas lu l'article non plus malheureusement. Comme on a parlé de Sony hier, je me suis dit que là on faisait plutôt Microsoft. Voilà, pour équilibrer un peu la balance. Il n'y a y a pas de préférence ou quoi que ce soit. Je vous le dis. Nous on est là pour l'info. On n'a rien à foutre. Il n'y a pas de chapelle. Mais non, j'ai pas pris l'info Luxorion. Je l'ai vu passer, mais je l'ai pas noté. Ah, t'en parles maintenant. À la limite, ouais, c'est une possibilité complètement. Parce que le problème, en fait, j'ai vu Pegasus. Je vais pas te mytho. Le truc Pegasus, je le ferai tout à l'heure. Ça va être aussi un gros morceau. Je ferai d'ailleurs certainement sauter ma dernière news si on n'a pas le temps. Puis tu le mettras bien. Parce que sinon. Parce qu'en tout cas, là, à l'heure actuelle, après on va parler de Xbox, on va parler de Nintendo. Nintendo qui joue à. Je sais pas. En gros, à l'heure actuelle, Nintendo, en fait, il y a comme vous le savez, ils vont sortir leur fameuse Nintendo Switch modèle OLED. Et il y a eu un article de Bloomberg qui a, en gros, attends, il faut le montrer. Oui, t'inquiète, j'arrive. C'était, hop. Impeccable. Avec le picture de picture, parfait. Et en gros, dans cet article, ils ont parlé que la Nintendo Switch OLED va permettre à Nintendo de, entre guillemets, gagner plus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont fait un article pour expliquer que la Switch modèle OLED va coûter seulement $10 plus cher à fabriquer que la Nintendo Switch classique. Mais elle sera vendue $50 de plus. Donc vous voyez, bah oui, parce que comme vous le savez, la Nintendo Switch à l'heure actuelle est vendue à 300 € et la Switch OLED sera à 350. Donc la marge est plus élevée. Sympathique. Exactement. Et en gros, Nintendo ils ont dit que justement que pour les investisseurs tout ça, Nintendo allait gagner beaucoup plus parce qu'il y a meilleur bénéfice-risque. Sauf que Nintendo a publié sur son Twitter officiel, donc je crois que c'est le Twitter de communication officiel pour tout ce qui est commerce, etc. J'ai pas le nom exact, parce que du coup c'est en japonais. C'est le tweet que tu m'as mis après. Voilà, c'est ce tweet-là. Donc il y a 2 tweets en anglais, donc le premier en 1-2 et le deuxième en dessous. Je les ai traduits, non c'est faux, je l'ai copié d'un site, mais oui c'est traduit. En gros, ce qu'ils ont dit, un article publié le 15 juillet dernier clamait que la marque de profit réalisée sur la Nintendo Switch modèle OLED serait plus importante que celle réalisée sur la Nintendo Switch. Afin d'assurer une bonne compréhension de la situation à nos investisseurs, à nos clients, nous voulons clarifier que cette affirmation est incorrecte. Nous souhaitons également clarifier que nous venons d'annoncer que la Nintendo Switch modèle sortira en octobre 2021 et que nous n'avons pas de plan de sortie pour un autre modèle pour le moment. Alors, j'ai encore... Je peux me permettre ? Ouais. Les joueurs de pipeau, merci, au revoir. Exactement, justement, c'est littéralement ça que je vais développer. Parce que déjà, premièrement, je vais parler des 2 parties de ce tweet. Donc la première partie en premier lieu. En soi, effectivement, le truc, c'est que c'est compliqué de savoir si la Switch, elle va être plus rentable ou pas par Nintendo. Parce que le truc, c'est que c'est la Switch modèle OLED. La Switch... c'est déjà extrêmement bien vendu. Donc très honnêtement, Nintendo ne s'attend pas à ce que tout le monde part sur la Switch OLED ou qu'il y a beaucoup de personnes qui l'achètent. Donc pour les investisseurs, ça ne va pas être un bond énorme, sachant qu'à l'heure actuelle, la Nintendo Switch est rentable pour Nintendo. Ce qu'il faut savoir, à l'instar de justement PlayStation et Xbox, pour entre autres leur PS5 et leur Xbox Series X, ils la vendent à perte. Et justement, PlayStation, depuis la PS3, donc avec la PS3, la PS4, la PS5, quand ils ont lancé le modèle, ils vendent la console à perte, donc beaucoup moins cher que ce qu'ils devraient, parce que ça permet de la vendre plus rapidement et justement de faire en sorte que beaucoup de personnes achètent la console et l'utilisent. Et ensuite, ils vont rentabiliser leur achat en achetant des jeux. Et c'est sur ça que PlayStation va faire son gain d'argent, c'est sur l'achat des jeux sur la console. Voilà. Sauf que Nintendo, c'est pas du tout le cas. Comme vous le savez, la Nintendo Switch maintenant est sortie depuis 2017 et c'est une merguez en termes de performance. C'est des composants qui datent de 2014, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas
cher à produire. Donc pour ça que Nintendo, c'est toujours très rentable pour eux de faire ça. Après, le truc aussi, bon, ce qui est embêtant de déclarer ça, c'est pour ça que le mot est un peu bizarre, c'est que du coup, ça fait un peu passer les acheteurs de Nintendo pour des vaches à lait. Parce que bon, je vais pas citer Apple, mais bon, quand tu fais vendre une Switch 350 alors qu'elle te fait que 10 euros de BD, enfin, alors qu'elle te coûte que 10 euros en plus de fabrication, enfin 10 dollars, pardon, pourquoi ne pas remplacer littéralement le modèle de la Switch par le modèle OLED et la vendre au même prix? On est bien d'accord. Voilà, donc c'est ça qui est un petit peu embêtant. Je relis en même temps mes notes pour éviter d'oublier quelque chose. Bah, juste, je me permets pendant que tu Ouais. regardes tes notes. Si on prend juste ces 10 euros de valeur ajoutée de combien ça coûte de faire la Switch OLED et qu'on se dit qu'ils font 50 euros dessus, ça fait un petit 500% de marge quand même. Imaginez s'ils font ça sur l'ensemble de la console, c'est quand même pas ouf. Oui, voilà. Une marge de 500%, il n'y a pas beaucoup de mecs qui font ça, hein. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça dans leur life. Donc bon, ça serait un peu gênant, évidemment, toute la console, ils font pas autant de marge sur le reste de la console, je pense, hein. Sur l'entité, la globalité, ils sont pas à 500% de marge, c'est sûr et certain, hein. En vendant une console à 200 balles en premier prix, en light, et en montant jusqu'à 350 maintenant avec la version à LED, pas OLED bien sûr. Je pense pas du tout qu'ils fassent ces marges-là, mais ces 10 euros-là, enfin ces 10 dollars-là, pardon, bah si, ils font 500% dessus. Oui, C'est du même coup, pas oui, mal. vu qu'ils rajoutent 50 euros par rapport à ça, parce que le truc, c'est pourquoi ils ont fait cette communication, c'est juste pour pas avoir d'impact négatif en bourse Bien pour sûr. Nintendo. Pour éviter qu'il y a plein de personnes qui investissent à mort dans les bourses de chez Nintendo et qui se rendent compte, oh bah merde, ça monte pas. Nintendo ne s'attend pas du tout à des énormes ventes du modèle OLED, c'est juste une version en plus, basta. Voilà, D'ailleurs, c'est. la bourse s'est bien cassé la gueule quand ils ont annoncé le modèle à LED. Ah ouais? Ah ouais. Je Ouais, savais ouais, pas. ouais. Parce que ouais, c'est vrai que beaucoup de personnes ont investi pour le modèle Pro. Attends, C'est ça que je je vais te le chercher si tu veux. Mais ouais, en fait, il y a eu une déception du marché de ne pas avoir de modèle pro. D'accord. Et ça s'est ressorti grave. Bah, surtout que bah, ça n'apporte rien, quoi. Donc les gens se sont dit d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Alors, voilà, Ah ouais, effectivement, ouais, je vous l'annonce. montre ça. Hop, pardon, j'ai cliqué 2 fois. Voici l'annonce de la Switch à LED. Wouhou! Let's go! On dirait Line Rider pour ceux qui ont la ref. Donc bon, ça leur fait un peu mal au cucu. Donc On va pas voilà, se c'est pour mentir. ça qu'ils sont en mode n'investissez pas trop, n'éduquez pas trop notre bourse. Team Playdead un peu quand même. Oui, grave. Ils Grave. ont aussi sous-entendu qu'il n'y aurait pas de Switch Pro prévu. Effectivement, donc dans le deuxième tweet qui a été annoncé juste en dessous du premier, ils ont dit qu'ils n'ont absolument pas prévu de prochaine Switch et qu'ils ne travaillent pas sur une prochaine console. Ce qui est totalement faux, mais juste totalement faux parce que déjà, premièrement, beaucoup de personnes s'attendent à quand même un modèle de Switch Pro dès l'année prochaine pour certaines personnes. C'est ça qui est assez drôle. Ouais. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que tous les constructeurs de jeux vidéo, dès que la Switch est sortie, travaillent d'ores et Bien déjà sûr, évidemment. sur une prochaine console. Et Nintendo l'a dit plusieurs fois, il y a encore quelques mois, ils ont dit qu'ils travaillent sur la recherche de nouveaux, pas de nouveaux composants, mais de nouveaux, sur la suite de la prochaine gen. Ils l'ont dit clairement. Et là, ils disent que non, on fait pas ça, c'est faux, Vous on êtes des prévoit fiefs rien d'autre. menteurs. Voilà, c'est. Ben, rappelons quand même qu'on sait que Nintendo a acheté des écrans OLED à Samsung depuis des lustres et des lustres. Ils ont passé des mois à nous dire non, non, on fait pas du tout de hardware, c'est faux, il n'y a rien de nouveau qui arrive. Au final, la Switch OLED, elle est là. Donc c'est normal de mentir, de pas dire la vérité. Hmm. Toutes les marques le font, c'est complètement normal. Mais c'est surtout un peu bizarre que Nintendo, là, ils ont dit clairement il y a quelques mois, oui, enfin, il y avait Doug Bowser, pour citer que lui, a dit clairement dans une interview, oui, nous sommes constamment à la recherche Oui, de bien sûr. prochains composants, sans affirmer qu'il y a une prochaine Switch Pro qui arrive bientôt. Et là, ils disent, non, c'est faux, on fait pas ça. À quoi joue Nintendo, quoi? C'est ça qui est un peu bizarre. Je peux comprendre que ils rassurent au niveau du côté. Alors après, attention, ça, c'est pas le compte Nintendo officiel de communication, c'est le compte pro, enfin, Ouais, commerce, c'est vente. vraiment. Donc c'est pas celui qui est. C'est celui qui que est tu vas disponible. suivre si tu as des actions Nintendo, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça qu'ils rassurent leurs investisseurs. Donc après dire que la Switch Pro n'est pas décidée, enfin n'est pas
pas n'est prévu. pas prévu. C'est un peu bizarre. Mais sachant que c'est assez drôle qu'ils visent littéralement l'article de Bloomberg que je vais. Ah ouais, là c'est une attaque directe à Bloomberg. Ouais. C'est ça qui est assez drôle. Ouais, je pense qu'ils ont peut-être un peu assez toujours les fuites, etc. qui arrivent. Même Après, si, bon, après, Switch. rappelons quand même que Bloomberg, c'est pas n'importe quoi dans le sens où Oh non. c'est pas juste un journal, enfin un journal, oui, un média, c'est aussi Bloomberg, c'est très 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 lié à la bourse. Hein. C'est un truc de boursicoteur un peu, hein, Bloomberg. Hein. Donc quand tu te fais attaquer par eux, tu te fais attaquer par un peu le journal du marché financier, tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Je sais pas, citons un journal random, j'en sais rien. Bah, c'est pas comme The Verge par exemple, pour regarder des médias plutôt anglo-saxons. The Verge qui sont là pour faire un peu de la pop culture et quoi que ce soit, quelques études poussées, quelques trucs d'accord, mais c'est pas professionnel, c'est pas comment dire, c'est pas tourné vers les professionnels. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, voilà. L'actualité sortie sur The Verge, c'est pour les gens comme nous qui veulent être informés. Bloomberg, ça va vraiment parler aussi aux pros et aux gens qui font un peu de boursicotage, quoi. Donc c'est une attaque qui fait peut-être un peu plus mal quand ça vient d'eux sur les marchés C'est sûr. que d'un autre média. Voilà, j'ai eu du mal à le mettre en phrase, mais vous voyez l'idée, je pense. On a très bien compris. En soi, voilà. Donc, on sait pas. Alors, Nintendo, on sait pas trop quoi ce qu'ils jouent sur la Switch Pro pour l'instant. Honnêtement, clairement, là, il faut juste attendre. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire, mais bon, on va pas se mentir. 2017, c'était il y a 4 ans. Je pense que la Switch, elle a besoin d'être un peu upgrade dans pas très longtemps, surtout qu'on a un processeur qui date bientôt de 10 ans. Donc, bon. Moi, si je dois faire une petite analyse, je me rappelle quand même qu'on avait parlé des fournisseurs d'accessoires chinois qui auraient reçu des messages de Nintendo pour dire ne produisez pas les accessoires avant 2022 parce qu'on ne l'annoncera pas avant 2022 en gros. Et la Switch OLED, elle est annoncée. Hein. Alors oui, elle a des nouveaux accessoires, je pense au dock tout simplement, qui est différent. Alors, ouais. Mais C'est c'est vrai. pas ce que disait le message de ce qu'on avait cru comprendre, c'est que c'était vraiment ça ne sert à rien de lancer la production avant 2022 puisque la console ne sera pas là. Alors que la OLED sera là avant 2022 de facto puisqu'elle arrive dans un mois et demi. Et sachant que bon, la OLED, c'est clairement la même console Ouais. qu'avant, sauf pour le dock. Donc bon, Et encore, je suis presque sûr, à parier que pour le peu d'accessoires qui existent pour le dock, reste compatible sans trop de problèmes. c'est ça. Donc sur la nouvelle version. on ne sait pas trop. Moi je dirais Switch Pro 2022, j'y crois toujours, et Switch 2 2024, un truc comme ça quoi. Je vois bien ça. C'est possible. Très honnêtement, pour l'instant, après, ouais, c'est compliqué de savoir parce que là, comme l'a dit Doug Bowser, là, ils sont en train de redéfinir comment dire, le temps de vie d'une console. Parce que généralement, c'est 5 ans. Là, clairement, avec la Switch, je pense qu'on va les dépasser. Est-ce qu'il y aura une Switch Pro et on est reparti pour 5 ans? Est-ce qu'il y aura une Switch 2 et on sera reparti pour 5 ans? Est-ce que ça va faire le beat de la Wii U? Très honnêtement. Après, honnêtement, je vois pas, à part faire une vraie nouvelle Switch qui serait 100% digital avec un Nintendo Pass, etc., tout le bordel. Pourquoi pas, mais clairement pas pour 2022. Parce qu'en retard comme ils sont, ça arrivera en 2024-2025. Pour une nouvelle, tu veux dire, genre vraiment, Bah, en ce qu'on fait, appellerait une Switch 2 ou Pour même plus pour une la Pro. Switch 2, parce qu'une Switch Pro, pour moi, ce serait ce serait comme une PS4 Pro, ce serait Oui, oui. amélioré. Point. Mais le problème, c'est qu'ils ont déjà fait ça avec la New 3DS, qui était clairement une 3DS Pro, qui a eu des problèmes après pour certains jeux qui étaient plus compatibles, puis que ça a un peu bidé, etc. Peut-être pour moi, ils vont pas faire de. Là, ils ont sorti le modèle OLED, ils laissent traîner peut-être encore 1 ou 2 ans. Et pour aller 2022-2023, on aura la Switch 2, ce sera la même console. Et Tu penses qu'ils passeront à la 2 ce sera directement la même console, et puis, ou ce sera une Switch Pro, mais qui rajoutera beaucoup de nouveautés, qui restera rétrocompatible. C'est compliqué. On verra bien. Écoutez, Parce on qu'on verra a bien. des fantasmes, on aimerait bien, etc. Ouais. Mais bon, Nintendo ont leur com, leur truc, leur vision. On peut C'est compliqué. pas, on peut pas essayer de prédire ce qu'ils vont faire. C'est tellement, des fois, ça paraît un peu chaotique même. Pour tout dire, ils arrivent à rater des annonces. L'annonce de l'OLED est foirée de A à Z pour moi. Lâcher un random à 15h. Alors ça, bien sûr, à 15h, le fameux on se retrouve demain à 15h. Après, clairement, ils Mais, font qu'une com là-dessus, ils disent que dalle parce que c'est pas une nouvelle console, c'est juste un nouveau modèle. Donc, c'est Ouais, pas les mais- couilles. Quand c'était la Switch, quand elle est sortie, ils l'ont teasé plusieurs mois à l'avance, avec un teaser, après une présentation. Ouais, mais j'ai envie de officielle. dire à Nintendo, mais vous avez conscience de ce que vous faites, de qui vous êtes? C'est-à-dire que
Gros, c'est une nouvelle console. Il n'y a pas beaucoup qui change, mais c'est une nouvelle console. Vous êtes certainement, avec PlayStation forcément, vous êtes l'un des deux plus gros acteurs du marché. Mhm. Vous sortez une nouvelle console et vous faites genre, ouais, bon, il y a ça, allez, à dans un mois, vous verrez, c'est sympa. Ciao. Bah non, tu peux pas faire ça comme ça sous le Bah coude, c'est un ouais, peu je bizarre, comprends tu vois. ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais le truc c'est que la console en elle-même, même Nintendo sait que c'est pas une console ouf, c'est juste une version upgrade pour les personnes à qui ça intéresse et pour les nouveaux acheteurs qui viendraient potentiellement remplacer la Switch. Mais sinon, Mais le c'est la même message, console, c'est juste pour eux, c'est la simplicité d'utilisation et puis c'est l'expérience utilisateur, c'est ouais, tout. mais le message est dégueulasse. Mais bon, Le message, c'est exactement ce que tu as dit. C'est tout. On sait que c'est une console qui sert à rien, donc on Ouais, l'annonce voilà, pas. donc c'est clairement, c'est pour ça que Nintendo se dit ouais, vas-y, on fait ça, puis basta. Parce qu'ils veulent pas. Après, c'est bête, c'est vrai que ça prend un peu les personnes qui aiment bien Nintendo, les personnes qui veulent une nouvelle console pour des cons. Parce que très honnêtement, on est là, on attend, on Moi, aimerait une Switch Pro, on aimerait bien que ce soit upgrade parce que bon, ça commence à devenir. Bon, la Switch elle marche encore bien, mais ça commence à devenir un peu vieux, hein, on va quitte pas à se ce que ça mentir. soit pas la Pro, je l'aurais mis dans la compte de l'E3. Clairement. Franchement, au moins, tu dis, le message, c'est une console pour les gens qui veulent renouveler leur Switch ou les nouveaux arrivants, on est d'accord, mais au moins, on l'annonce au Saint Graal du jeu vidéo pendant l'E3, on se fout pas de votre gueule, c'est une vraie annonce d'un nouveau produit Nintendo d'importance, Mm. tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est leur com, elle est un petit peu assez compliquée. Après, bon, c'est. Et des bons jeux surtout, ouais, ça aussi. Peut-être, ouais, ils sont en mode, là, avec les pénuries, ils veulent pas passer sur une Switch Pro, parce qu'ils veulent pas le même problème que Xbox et PlayStation d'être emmerdés, même si je pense pas qu'ils seraient très affectés, parce qu'ils vont jamais avoir des composants extrêmement gros, comme tu pourrais l'avoir sur une PS5 et une Xbox. C'est compliqué de savoir, mais De très toute façon, ils se sont fait honnêtement, ils se sont fait saquer. Ils se sont fait un peu saquer sur la bourse, c'est bien la preuve qu'ils ont raté leur annonce, hein. oui, oui, clairement. Puis bon, très honnêtement, ils s'en battent les steaks, parce que bon, la Switch, elle se vend, On botte les couilles. ils s'en battent les couilles. Tout va bien, hein. Ils s'en Tout battent, tout va va bien pour eux. bien Bref, on verra. Pour l'instant, la firme rouge. moi, je veux plus entendre la Switch Pro jusqu'à Ouais, moment où ouais, il y aura ouais. vraiment une annonce que là, ça C'est fait bon. je ne sais combien de mois qu'on l'attend et qu'au final, on a oh, regardez, On c'est la s'est fait, version. Regardez, c'est la Nintendo Switch Samsung. Allez, c'est là. ouais, on s'est fait The Bee, voilà. On a le Steam Deck, voilà. La Switch Pro, c'est le Steam Deck, hein. Clairement. Rendez-vous demain pour reparler de la Switch Pro. Je te jure, J'avoue. j'en peux plus de la Switch Pro, bordel. Un autre truc dont je ne veux plus parler, si possible, c'est d'espionnage de grande échelle comme ça. Vous allez voir, on va plonger dans une affaire un peu deep. Vous en avez peut-être entendu parler. C'était tellement gros, enfin c'est tellement gros comme affaire que j'en ai entendu parler à la radio et à la télé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre d'affaire-là. Ouais, c'est Euh, pas. Très honnêtement, j'ai vu ça, j'étais en mode oula. Ah ouais, c'est assez chaud. Si je vous dis Pegasus, peut-être que ça vous parle. Et je parle pas du méchant de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! D'un manège à Astérix. Ou d'un manège à Astérix, chacun ses refs. Mais bien d'espionnage de masse et au niveau mondial. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors je suis désolé, on a encore des problèmes avec l'ATEM. Il faut cligner des yeux avec lui. Je sais Oui, pas non, pourquoi mais ouais, c'est je ne comprends pas. C'est comme il veut. C'est le jour où ça n'a pas trop envie, ça arrive. C'est Ouais, l'HDMI ouais, qui a pas bu son café. je sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pas grave. On va faire avec, vous en faites pas. Il est chiant quand même, hein. L'histoire, c'est. De toute façon, je ne vais pas vous laisser ça afficher longtemps. Si c'est un peu relou, je peux vous faire toute l'histoire sans l'article, vous en faites pas. On va parler de Pegasus. Donc, Pegasus est un logiciel israélien, un logiciel espion qui a déjà fait un petit peu parler de lui, mais on va revenir là-dessus. Qui permet, entre autres, l'écoute des smartphones. Je crois que tu as réussi. Ah non. C'est comme le hockey, quand tu crois que tu l'as plus, c'est là que tu l'as. C'est le bleu, c'est ça? C'est le bleu, oui. On essaye, on fait Vas-y, du. mets-toi sur un full screen peut-être. Je vais tout faire sauter. Il va tout faire sauter. Ah ouais. Ah, il déconne zéro, il a tout fait sauter. Ok, c'est pas grave, je continue, j'ai pas besoin de l'article. Donc c'est un logiciel qui permet l'écoute des smartphones, entre autres, mais aussi d'aspirer toutes les données d'un smartphone. Et vous allez voir, je vais vous faire la liste tout à l'heure de tout ce qui peut être aspiré par Pegasus. C'est assez vénère, c'est assez puissant. Ouais. Hop, on va tester ça. Voilà, merci beaucoup. On a eu les résultats en fait d'une enquête Attends, je vérifie. Ouais, c'est bon. Hop. C'est pas le bon article. Désolé, c'est un peu. Normalement, ça aurait pu déconner. C'est un peu avec les rames aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave.
On a eu le résultat d'une enquête qui a réuni, vous allez voir, du beau monde, l'ONG Forbidden Stories, Amnesty International, Citizen Lab et 17 grands médias internationaux. Ils se sont tous mis ensemble pour faire une enquête qu'ils ont réunie au sein du projet du Pegasus Project, voilà le nom du truc, qui en fait visait à savoir qu'est-ce qui se passe avec ce logiciel et qui est visé par ce logiciel malveillant israélien. Et le résultat d'enquête est assez dingo. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment. Vous allez voir, c'est assez vénère. Le logiciel a été développé par la société NSO Group. Okay, donc ça, on va essayer de retenir le nom, NSO Group. Il avait déjà fait parler de lui en 2016 dans l'affaire de Ahmed Mansour, entre autres. Il a fait parler de lui plusieurs fois, ce logiciel, mais entre autres dans cette affaire, qui était un militant émirati des droits de l'homme, qui était espionné par un virus à l'époque sur son iPhone qui était baptisé Pegasus. Donc là, maintenant on sait ce que c'était, mais à l'époque, on en savait beaucoup moins. Et c'est une affaire qui avait pas mal chamboulé. Et on a réentendu ce nom de Pegasus dans plusieurs affaires internationales de grande envergure, avec des smartphones qui étaient complètement surveillés de A à Z. Et on a croisé ce nom plusieurs fois. Ce nom, entre autres, il est sorti dans des affaires d'espionnage de nombreuses personnalités, des responsables politiques, des opposants politiques, des capitaines d'industrie, des avocats, des youtubeurs, des sportifs, des activistes et des journalistes. Ah, tout le monde. Quand même. Tout le monde a été touché par ce logiciel. Enfin, beaucoup de corps de métier assez importants. Hein. Il y a du VIP, il y a du politique, il y a du youtubeur, bon, je ne sais pas. Des influenceurs, des influenceurs, du coup, de l'industrie. Vraiment, il y a de tout. C'est assez fou. Selon leur enquête, c'est 50 000 numéros de téléphone qui auraient été présélectionnés pour être visés par Pegasus. Donc il y avait une liste vraiment de 50 000 numéros qu'il fallait shooter et sur lesquels il fallait mettre le logiciel. En plus, vous allez voir à quel point c'est pernicieux comme logiciel, c'est assez fou. On n'est pas au bout de nos surprises et d'ailleurs encore aujourd'hui il y a des news qui sont tombées que je vais m'empresser de lire après l'émission, j'ai pas eu le temps avant malheureusement. Il y aurait 55 États qui aurait commandité, du hacking de smartphones. Environ 1000 numéros français sont dans la liste. On peut noter entre autres le fondateur de Mediapart, donc Edoui Plenel, Éric Zemmour, des membres de la rédaction de l'AFP quand même, du Monde, du Figaro, du Canard enchaîné. Voilà, ça c'est juste ce qui est dit là, mais il y en a certainement eu beaucoup plus. Le monde journalistique français a l'air d'être pas mal touché avec des noms connus qui se faisaient surveiller depuis peut-être très longtemps. En effet, Amnesty International a réalisé des vérifications croisées pour savoir s'il y avait vraiment un risque pour les gens que je vous ai cités ou pas. Et dans la majorité des cas, ils ont trouvé des traces d'infiltration dans les téléphones. Donc vraiment, il y avait peut-être une surveillance de longue date qui était en cours sur beaucoup de personnalités, entre autres françaises, mais mondiales évidemment. Hein. On parle de 1000 numéros sur les 50 000 en France. On a quelques pays qui se sont fait gauler comme faisant partie du conglomérat, on va dire, qui utilisait ce logiciel. Alors de mémoire, parce que je ne les ai pas notés, mais on avait la Hongrie qui est le seul pays européen, le Maroc qui apparemment est des plus gros acteurs, et le roi Mohamed VI, entre autres, et ses proches seraient très friands de l'utilisation de ce genre de logiciel. En gros, on a 11 pays qui ont été leakés, on va dire, qui ont été donnés au public comme étant à pointer du doigt pour l'utiliser, mais on sait qu'il y en a 55 en tout. Donc on n'a pas exactement toute la liste. Il est très probable que la France en fasse partie, in fine par exemple. Hein, l'espionnage entre pays, tout le monde le fait. Aujourd'hui, on n'a que la Hongrie en Europe. Je ne suis pas convaincu que ce soit les seuls, mais bon, continuons. NSO Group, donc le créateur du logiciel, balance ton pays espion, c'est un peu ça, se défend évidemment de toute accusation. Il ne considère pas avoir créé une arme pour réprimer des voix dissidentes, parce que c'est un peu ça qui ressort, c'est qu'en fait c'est un outil parfait pour faire taire les voix qui gênent. Et c'est un outil parfait pour des États un petit peu totalitaires, un peu
carrés sur les bords, on va dire, des états dans lesquels il fait froid et on porte des chaussures à fermeture éclair. Et c'est bien ce qu'on reproche aux logiciels. Eux disent non, 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 c'est pas du tout pour réprimer des voix dissidentes, comme ils disent. Pas du tout, hein. Selon eux, attention, ils vont plus loin les mecs, hein. Pegasus serait très encadré et il aide les agences qui l'utilisent à éviter des catastrophes et à sauver des vies. Bien sûr, tout à fait. Oui. On est d'accord ou pas, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Mm. Maintenant on va revenir un tout petit peu sur ce que c'est exactement ce logiciel et ce qu'il permet de faire. Attention, ça va loin. Le logiciel déjà de 1, il est quasiment indétectable et il laisse très 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 peu de traces. Que ça soit sur iOS ou sur Android. Donc déjà, ça c'est pas mal. Et déjà, c'est déjà bien de le souligner, c'est qu'il passe sur iOS. Il Oui. va passer outre iOS, donc ça, c'est déjà assez ouf. Et justement, Apple est déjà en train de retoquer que c'est l'OS le plus sécurisé. Et je vais aller lire cet article, voir ce qu'ils disent là-dessus, parce que ça va être assez rigolo. En tout cas, les deux sont touchés. Il peut être installé à distance, super, sans accès au terminal du coup, et attention, sans exiger la moindre action de la cible. Sauver des vies, espionner Eric Zemmour. J'avoue, Fernando, c'est drôle ça. Je t'avoue que quand j'ai eu son nom dans la liste, j'ai fait quelque chose comme ça à peu près. À peu près. Mais bon, pas de politique, attention. Donc, le truc est cheaté à l'infini. T'as l'impression de voir un perso d'un jeu de combat qui est trop Grave. fort, hein. C'est installé à distance et en plus, il n'a pas besoin que la cible fasse quoi que ce soit. Donc, c'est un peu n'importe quoi. En fait, il exploite tout simplement, c'est normal, hein, des failles de sécurité qui ne sont pas encore corrigées ni documentées. Donc, on sait très peu de choses sur ces failles, mais elles existent. La vente du logiciel, ça c'est hyper intéressant aussi parce que là, il va y avoir des notions de géopolitique qui vont rentrer en jeu. Et c'est là qu'on va comprendre que c'est un peu compliqué comme histoire. La vente de Pegasus se fait uniquement sur accord d'Israël et seulement aux agences gouvernementales. Donc, en gros, c'est de la vente d'État à État quasiment, et sur accord d'Israël. C'est-à-dire que normalement, Israël doit valider ou pas quel État l'achète pour faire quoi avant que la vente se fasse. Et pourtant, on voit qu'il y a quasiment, il y a que des personnes d'influence, c'est-à-dire du journalisme, du politique, de l'avocat, dans l'influenceur littéralement, qui sont surveillés. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui est un peu étrange quand même, c'est que on dit oui, c'est contrôlé, mais à la fin, ça sert juste à surveiller l'opposition du pays. Dans la plupart des cas, on a l'impression. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Ouais. Bon. Ça donne accès, Pegasus donne accès aux messages du téléphone qui est touché, aux écoutes téléphoniques, ça on l'a dit, aux mails, aux photos, aux contacts, à la localisation, et là c'est assez fou, aussi aux informations d'applications installées, comme par exemple les messageries cryptées. C'est ouf. C'est-à-dire que tu utilises Signal en te disant je suis ok, il peut rien m'arriver, et en fait le truc lit Signal directement sur ton téléphone. Ça, c'est ouf. Il n'intercepte pas les messages, mais comme il est sur un téléphone qui reçoit ou qui envoie, il peut tout lire. Le truc est assez vénère hein, quand même. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça fait un peu les pépettes. Alors on a Agnès Calamar, c'est son nom, ça m'a fait beaucoup rire, je suis désolé, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International, qui nous dit « Le projet Pegasus montre à quel point le logiciel espion de NSO Group est une arme de choix pour les gouvernements répressifs qui cherchent à réduire au silence les journalistes, à s'en prendre aux militants militantes et à écraser l'opposition, mettant ainsi d'innombrables vies en péril. Elle demande au plus vite un moratoire sur l'exploitation, la vente, le transfert et l'utilisation des technologies de surveillance. Et encore une fois, NSO Group nie toute accusation et dit même que les infos qui sont relayées sont des hypothèses erronées et des théories non corroborées. Donc ça backdash de l'infini. On n'y est pour rien. Pourtant, c'est notre État qui valide ou pas si on a le droit de vendre le logiciel, mais on n'y est pour rien. C'est une affaire qui va faire beaucoup de bruit. Ça rappelle du Edward Snowden. Ça rappelle beaucoup de choses. Et apparemment, ça aurait été déjà impliqué dans beaucoup d'affaires de meurtre, entre autres, et de meurtres d'opposants politiques. Ça aurait été avéré comme le Pegasus aurait été présent sur le téléphone de la personne qui serait fait refroidir. Et c'est quasiment toujours dans des affaires, pas de grand banditisme justement, pas de drogue ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'espionnage d'opposition
d'idées, on va dire. Pour faire simple, c'est tu n'es pas d'accord avec moi. C'est très politique comme arme, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas des vendeurs de cocaïne qui utilisent ça, quoi. Ouais, c'est en gros une guerre politique, mais informatisée. Oh, complètement, ouais. Et ouais, ça rappelle du Snowden, entre autres, qui avait décrié ça auprès de la NSA et qui s'était fait dégager des États-Unis et qui n'a plus le droit d'y remettre les pieds et qui est dans une cavale depuis maintenant des années et des années pour avoir vendu le fait que les États-Unis espionnaient tout le monde, même leurs alliés. On a eu encore des affaires de ce cas entre les États-Unis et l'Allemagne, entre autres, pendant la réélection d'Angela Merkel. Enfin, voilà, c'est très shady, ça va dans tous les sens. Et je pense qu'on va en entendre pas. Ça, c'est le genre d'affaire qui, encore une fois, fait les journaux. Même si vous ne parlez pas de technologie ou quoi que ce soit, vous allez en entendre parler dans le 20h. C'est très, 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 très probable. Ah, parce que bon, c'est quand même un peu grave quand même. Mais... Ouais, c'est gros. Après, ce qu'il faut pour rassurer sans rassurer, c'est que ça touche que les grandes personnes, entre guillemets, j'ai envie de dire. C'est vraiment les personnes influentes. Ah oui, c'est pas vous C'est ou pas, moi. voilà, c'est pas des personnes monsieur, madame, tout le monde, qui étaient sur son smartphone pour aller sur Facebook et liker des trucs de boomer. Mais voilà, on reste relativement sécurisé, relativement. Mais bon, Apple et Android, enfin Google et Apple, sont en mode là, Ils vont peut-être devoir aussi s'expliquer. Ouais. Faudrait qu'ils s'expliquent en mode qu'est-ce que ça se fait que ça reste passé, etc. Et je pense qu'ils vont peut-être mettre en accord pour. Enfin, ils vont sûrement voir ça avec le nom du truc Pegasus. Et être en mode, bah en fait non, ça se fait pas, en fait, c'est pas dans nos politiques d'utilisation. Je pense que Pegasus, ils vont pas réussir à parler avec eux. Hein. NSO Group, je pense qu'ils ne veulent surtout pas parler à Apple et Android et ils veulent pas régler le problème. Eux, ils se font des couilles en or, je pense. Oui, non, mais clairement. Mais bon, je pense que Google, Apple vont être en mode, on arrête ça tout de suite. Mais c'est quand même délirant qu'on connaisse ça depuis 2016 et que ça soit pas réglé. Ou alors ils trouvent toujours une nouvelle faille, c'est sûrement le cas. C'est sûrement le cas. Je pense que les mecs, ils travaillent à une vitesse dingue. Mais ouais, surtout sur Apple, parce que bon, c'est vraiment l'OS qui est le plus censé être le plus sécurisé. Ça laisse pas de. Ou alors ils se mettent d'accord, c'est vrai. C'est un peu complotiste, mais c'est possible. C'est possible. C'est une vraie question. Hein. Après, il y a un délire comme quoi, je crois que Apple est toujours dans la sécurité, mais si le FBI veut avoir accès à un smartphone, alors ils sont obligés. Oui, voilà, il y a des lois très compliquées aussi aux États-Unis, entre autres, tu as raison, où si le FBI ou la NSA te disent on a besoin des informations, tu as juste le droit de dire oui, monsieur. Donc voilà. Après, voilà, hein, on est dans des pays qui sont très très stables politiquement parlant, n'en déplaise aux bouffes qui ne veulent pas se faire vacciner et qui me cassent les reins avec un papier. Je prends celui-là, rien à foutre. Hein. On est dans un pays très stable politiquement. En effet, c'est pas nous qui avons des problèmes majeurs avec ça, mais dans un pays, dans des pays où il y a un régime un peu plus totalitaire ou quoi que ce soit, c'est un énorme problème de savoir qu'ils ont accès à ce genre d'outils, quoi. C'est quand même ouf. C'est ça le souci. Mais genre, si tu es une cible de Pegasus, tu peux pas porter plainte, c'est compliqué. Aucune idée. Le problème, c'est qu'on est dans une ère où on est encore dans les débuts de la technologie, surtout de ce genre de problème. Donc, il n'y a pas encore vraiment de loi et de défense qui existent. J'en sais rien, honnêtement. C'est ça qui est compliqué. Et puis oui, voilà, contre qui, etc. C'est compliqué de définir une cible contre qui, parce que généralement, c'est des trucs qui sont secrets, contre X, qui sont cryptés également. Donc je pense que même si tu l'es, c'est certainement pas contre Israël que tu peux te retourner. Je n'y crois pas une seconde. Israël vend un outil. Et si demain, je tue quelqu'un avec un couteau, c'est moi qui vais en prison, c'est pas l'aïeul qui m'a vendu le couteau, quoi. Et je pense que c'est un peu pareil. Je simplifie à l'extrême, et vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il faut trouver les coupables vraiment de l'attaque, j'imagine, et que c'est pas le vendeur de l'outil que tu peux attaquer. Mais j'en sais rien. C'est tellement. C'est très compliqué. De toute façon, c'est des problèmes que personne n'aura ici. Il peut avoir d'ailleurs de complicité, etc. En tout cas, ça, j'ai peur que ça, pas non plus pour rentrer dans les extrêmes. Là, je vais rentrer vraiment dans les extrêmes. Hein. Mais après, on peut partir sur des guerres technologiques, etc. À cause de la technologie, ça peut provoquer des rivalités, etc. Où à un moment de la France, il sera en mode, bah en fait non, tu fais pas ça se fait pas. Enfin, c'est très compliqué parce que la technologie reste encore assez nouvelle et ça évolue tellement vite et c'est compliqué à suivre. Après, l'espionnage et le contre-espionnage, ça a toujours
toujours existé, un téléphone ou pas. Oui, non, mais très honnêtement, Faut pas non plus ça, voir, là, moi, là, j'ai 3 télé, on a je ne sais combien de téléphones qui nous entourent. Bon, nous, on La est seule espionnés, différence, c'est qu'aujourd'hui, on a plus d'infos. Mais Oui, de voilà. l'espionnage, ça a toujours Ça a existé. toujours existé, votre téléphone vous traque, Google et Apple vous traque Non, comme je veux dire, mais Jaja. même bien avant. C'est pas la technologie qui a inventé l'espionnage. Hein. C'est juste Oui, qu'avant, il y avait un oui, mec voilà, qui suivait dans la rue en lisant un journal, un peu comme ça, tu sais. Oui, non, oui, clairement. Mais je veux dire, mais pour rester dans l'univers technologique, Google et Apple vous traquent et revendent vos informations, peut-être moins Apple, mais quand même un peu Facebook, etc. Bref, Ils ont eu c'est accès au compliqué. nude de Zemmour. J'ai même pas envie de lire la suite, j'ai peur. Ils se sont même pas dit, bon là, on est allé trop loin. Mais j'avoue, Zemmour, genre ils volent le téléphone de Danny Boone, mais tu veux faire quoi avec ça, quoi? Tu veux apprendre à parler de Steve? J'en sais rien. Putain. Ça me termine. Mais non, mais justement, moi je trouve que c'est très intéressant. C'est un des noms les plus intéressants, Zemmour. Et je vais C'est pas ouf. chercher. Là, pour le coup, pas d'avis politique ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que c'est intéressant parce qu'on est sur un personnage public avant tout, Mm. qui Influenceur, parle, qui est influenceur exactement, dont peut-être on laisse entendre qu'il pourrait éventuellement se présenter pour l'élection, mais on n'en sait rien. Ah bon? Ah oui, ah bah c'est très 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 sérieux. Je Et, savais pas du tout. et donc on est sur un personnage qui représente un peu tout finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais. qu'il est dans l'influence, peut-être dans la politique en même temps, mais ça reste un personnage juste de télé finalement, et un auteur. Et donc voilà, il regroupe un peu tout, et je trouve que typiquement c'est un des noms. Il y a du... Oh, ce mot va me faire du mal. Journalisme un petit peu aussi dans sa personne. Mm. Donc voilà, il est au centre un peu de tout, moi je trouve, quelque part. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça peut se comprendre. Bon, dans tous les cas, je pense que aux prochaines élections, on va voter pour un tabouret. Et ce Et sera vous très en bien. faites pas, il prendra parole là-dessus, c'est sûr, pour en faire du clientélisme, j'en suis sûr. Ah ouais, bon, ouais. C'est compliqué tout ça, surtout quand c'est toujours de l'ordre politique. Ouf, Ouais, toujours un sacré bordel. On en reparle aux 20h. En tout cas, après avoir parlé de smartphones qui espionnent, on va parler de smartphones qui bug. Des petits soucis de smartphones, surtout du côté de chez Samsung. Apparemment, il y aurait beaucoup de retours d'utilisateurs, comme quoi les Galaxy, certains plutôt Galaxy S20 Plus et S20 Ultra, simplement leur écran meurt subitement. Let's go. On a déjà eu ce genre de problème avec les Galaxy S9, S10 et S20 Plus qui avaient où leur écran virait vers le vert à Ok. cause d'une mise à jour, carrément, une mise à jour logicielle. Ça s'est réparé avec moult mises à jour ils ont réussi à résoudre le problème. Il y a également eu le problème avec le S20 FE qui a eu assez récemment, qui a également ce même problème. Et au bout de 4 mises à jour, ils ont réussi à le corriger. Oh les mecs. Ils sont très forts chez Samsung. Oh les pipes. C'est ça après le problème quand tu as un million de smartphones. Ouais. Il y a eu également en août 2020 sur l'écran 120 Hz des Galaxy S7, pareil, qui tirait au vert à cause d'une énième mise à jour et que ça a été également corrigé, etc. Sauf que là, depuis mai 2020, mai 2021, autant pour moi, il y a des utilisateurs qui se sont plaints sur les blogs officiels de Samsung comme quoi leur Galaxy S20 Plus et S20 Ultra avaient tendance à commencer à devenir verdâtre et puis devenir blanc et à la fin devenir totalement blanc et inutilisable. Et là, ce n'est pas un problème logiciel parce qu'ils ont fait les tests en réinitialisant leur smartphone et en remettant leur téléphone à Ouais. zéro, en supprimant des mises à jour, etc. Ça ne change absolument rien. Une fois que ça arrive, c'est carbo. Voilà, en gros, c'est leur écran qui crame. Donc je rappelle que ces téléphones-là sont sortis en début d'année 2020, donc il y a un petit peu plus d'un an. Et on va vous montrer un exemple de smartphone qui a ce problème. Au début, ça commence Ah ouais. généralement par des petits traits qui apparaissent ou des petites taches vertes. Et après, ça se termine par un écran totalement vert ou totalement blanc. Et ce qui rend le téléphone pas du tout utilisable. On sait Là, combien mettons, c'est censé afficher le lock screen, par exemple. On sait combien de temps il y a entre l'affichage des trucs verts et une fois que c'est terminé comme Ça dépend, ça dépend des personnes, mais généralement ça commence par un petit trait noir. Après, voilà, on voit par exemple là au bout du smartphone. Le téléphone, il a le Covid. Exactement. Mais en gros, ça commence par des traits, puis ça empire de plus en plus, un peu comme le cancer, effectivement. Foutu cancer. Le souci, c'est que le seul moyen de réparer ça, c'est de changer l'écran. Ouais. Parce que c'est vraiment un problème plus matériel que logiciel, à ce qu'on pense pour l'instant. Samsung n'a pas encore communiqué là-dessus, ils ont juste dit qu'ils travaillent pour essayer de réparer ce souci. Mais en tout cas, si votre smartphone n'est plus garanti, c'est compliqué. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, encore un problème, sachant que c'était un problème qui était relativement connu chez malheureusement certains smartphones de chez Samsung quand on a pu le voir à l'époque. Mais c'était de manière logicielle, que là, ça n'est
plus vraiment. Ouais, Et là, on le c'est voit un- par endroits que c'est un petit peu vert, alors c'est compliqué de voir. Ouais, Mais c'est par un endroits, peu- c'est légèrement verdâtre, il y a des taches, etc. Ce qui peut arriver hein, sur de l'écran AMOLED, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut Ah faire ouais, là, on voit bien, là. attention, voilà, on le voit très bien. D'ailleurs, c'est un problème récurrent sur les écrans OLED, pas les écrans QLED, mais plus sur les écrans OLED, comme peut avoir les écrans sur les smartphones Samsung, etc. Voilà, on voit vraiment le vert qui devient de plus en plus fort. C'est que en gros, si vous laissez votre smartphone en pleine luminosité affiché sur le même écran pendant très longtemps, vous allez avoir des taches d'écran. C'est-à-dire, par exemple, si vous affichez, mettons, je sais rien, le logo Samsung qui Ouais, reste mais là, c'est pas ça. affiché très fort pendant très longtemps, vous pouvez cramer l'écran et que l'écran après devienne juste inutilisable. Ce que là, effectivement, tu fais bien de le souligner, ce n'est rien à voir. Mais en soi, il faut faire attention que les écrans marquage AMOLED d'écran, restent relativement, voilà, un problème d'écran vert. Que on peut avoir également effectivement le C'est un beau problème vert, que- hein, quand même. C'est un beau vert, oui. Mais c'est voilà, là on est sur un autre problème parce que c'est un problème qui arrive d'un coup alors que voilà, il n'y a pas d'écran qui reste enfin, il n'y a pas un truc qui reste affiché qui crame l'écran. Ouais, il y a littéralement. pas de, c'est pas du tout un marquage OLED. Ouais, là, On c'est voit autre notre chose. vidéo justement où ça part vers également un peu le vert. Oh, attends, lui, il a du turquoise, il est trop beau. Attends, c'était peut-être la miniature qui était mensongère. Quelle couleur as-tu? Ah non, lui, il a le même vert. Ouais, c'est vraiment le même problème, quoi. Voilà, donc on a vraiment des problèmes de couleurs. Bon, Non, voilà. va falloir trouver où faut mettre le bout de carton, quoi. Alors évidemment, ce n'est pas effectivement, ce n'est pas tous les smartphones de Samsung qui sont comme ça, mais il y a quand même une dizaine, vingtaine de cas C'est terrible, hein. Franchement, c'est terrible pour eux parce qui que. sont pas très ouf. Donc c'est ça qui est embêtant. Et Et là, c'est pas un problème logiciel. Et on ne sait pas s'il y en a un en particulier qui semble plus touché que les autres ou. On sait juste que à l'heure actuelle, ça, c'est pour les S20 Plus et les S20 Ultra. Ouais, entre les principalement. deux, c'est vraiment. Ouais, ok. On attend. Je pense qu'ils vont devoir communiquer rapidement Et là-dessus. ils vont communiquer. Après, en soi, là, le meilleur moyen, si vous avez ce problème, c'est de aller au service après-vente et de faire réparer votre smartphone en espérant que votre bah téléphone est toujours garanti. Techniquement, il l'est encore si vous l'avez acheté Day One. Bah, c'est l'avantage avec Samsung, c'est que comme leurs problèmes arrivent très rapidement, tu es toujours sous garantie. Il y a eu d'ailleurs des problèmes, il y a toujours eu des problèmes comme ça. Hein. C'est comme moi, mon smartphone, j'ai un Note 9. Ils sont pas bêtes. Si vous vous souvenez bien, quand le fameux problème du Note 7 du téléphone qui explosait, le Note 9, quand il est sorti, il y a eu un cas de smartphone qui a explosé, Ouais, littéralement. Et moi, Les fameuses je lisais batteries, cet article avec un Note 9 dans la main, j'étais en mode Ah! Les fameuses batteries qui gonflaient, ça leur a fait très 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 mal. Rappelez-vous, ils ont même fait une pub à la télé hein, Pour dire Pour- chez pour Samsung, parler de nous ça, faisons attention. Ouais, non, c'était assez ouf. Et c'est putain, ça tombe tout le temps sur eux, mais les mecs, sans déconner quoi. Après, c'est le problème, c'est que ils produisent tellement de smartphones tous les ans. Après, malheureusement, c'est déjà également arrivé chez Apple. Hein. Apple a déjà eu des problèmes de smartphone avec les boutons qui déconnaient, des batteries qui Franchement, gonflent. j'ai 1 million de fois plus confiance en Apple ou d'autres marques. Moi Samsung, aussi. je perds confiance en eux d'année en année, c'est terrible. C'est le souci, c'est que c'est juste qu'ils font trop de smartphones. Mais c'est même pas eux qui en Ils font font trop de plus. Donc bon, il y a des groupes chinois qui en font 1000 fois plus et qui ont moins de C'est vrai. problèmes. Mais qui font, ouais, c'est ça le problème. Après, c'est vrai que là, on parle du flagship aussi, c'est-à-dire que Samsung, c'est aussi quand même une locomotive d'innovation, hein, il faut le rappeler. Mm. C'est-à-dire que quand un problème arrive chez Samsung, c'est peut-être que ça arrive chez eux parce que les autres constructeurs ne font pas toujours les mêmes technologies. Il faut quand même souligner C'est ça. aussi, hein. Samsung est constructeur de leur propre écran. Voilà, aussi, c'est vrai. Eux, ils ont une chaîne d'assemblage complète, du coup. Là où les autres achètent des parts, j'allais dire, des pièces détachées, entre autres à Samsung. Etc. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas la chaîne d'assemblage la plus simple. Après, c'est compliqué à dire hein, parce que vous prenez les iPhones, tous les écrans des iPhones maintenant, c'est des écrans OLED de chez Samsung. Tous. Mhm. Donc, ou LG, mais c'est principalement Samsung. C'est pas du Apple encore. Donc voilà, puis on n'a pas eu ce genre de problème chez Apple, même s'il y a déjà eu des soucis d'iPhone avec des problèmes Bah ouais, de boutons, mais, etc., qui est moins courant. C'est ça qui est encore plus terrible, c'est que ça arrive sur l'écran, sachant que cet écran-là a dû être vendu à des millions de smartphones, et je parle même pas que des Samsung, je parle d'autres marques aussi, et ça arrive chez Samsung le problème. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, avec justement les S9, les S10, les S20 FE, etc., c'est des problèmes logiciels. Est-ce que ça fait... Genre, je doute fort que c'est un problème logiciel qui crée ce problème-là. C'est pas impossible. C'est un peu extrême quand même, mais comme je vous l'ai dit, il y a des écrans qui deviennent verts, etc., à cause d'un problème logiciel. De toute façon, logiciel ou matériel, j'ai envie de te dire, c'est pas censé arriver, quoi. Normalement, non. Ils sont sur une pas très bonne lancée, quoi. C'est un peu terrible. C'est un peu dommage. Après, ouais, c'est ça qui est embêtant. On leur souhaite le meilleur
sachant qu'ils ont des choses à nous annoncer cet été d'ailleurs. Ouais, en août, le 12 août, ou le 11 août, 12 ou 11 août, je crois, Ouais, je pour crois que le c'est prochain quelque chose Unpacked. il me semble. Donc, on verra. On verra bien. Ils vont communiquer, je pense, là-dessus assez rapidement. Il va falloir, si ça Ah, se. Samsung a dit, ils ont pas encore, ils ont juste dit qu'ils y travaillent activement. Ils regardent. dit que ça. Ah oui, juste Samsung, ils ont pas trouvé de solution, mais ils ont dit qu'ils sont en train d'essayer de régler le problème, quoi. D'accord, bon, Ouais. bah écoutez. On verra bien. Je le fais très rapidos, comme ça je te laisse le temps pour ta dernière. Ouais. On va très rapidement passer sur Nvidia, qui va nous parler d'ARM, donc finalement de smartphones aussi, hein, les fameuses puces ARM. On en a déjà parlé Toi-même, beaucoup tu sais. dans cette émission dernièrement, pour vous dire que on en parlait il n'y a pas longtemps, et Nvidia l'a fait, merci à eux d'être aussi réactifs, ils nous écoutent, c'est pas possible. Lors de la GDC, la Game Developer Conference, Nvidia nous a annoncé l'arrivée du DLSS, donc le fameux DLSS, L'upscaling d'image. le upscaling. J'essaye de retrouver DLSS, pourquoi c'est... ouais, je ne vais pas le retrouver. L'upscaling d'image, donc c'est-à-dire que vous faites calculer une petite image à votre ordinateur et après le DLSS l'étire de façon très très propre pour faire une grande image, passer de 720p à 2K par exemple, pour que ça soit plus facile à calculer pour votre ordinateur. Technologie très efficace, très intéressante. Donc le DLSS, mais aussi le ray tracing, donc la lumière en direct, on va dire des effets de lumière plus jolis, mais très très compliqués techniquement à faire, qui est arrivé sur les cartes graphiques Nvidia il y a 3 ans maintenant, je crois. Ces deux technologies arrivent sous processeur ARM. Et ça, c'est quand même assez génial, puisque l'ARM, quant à lui, propose entre autres une économie d'énergie assez phénoménale et une efficience plutôt assez folle. Et c'est peut-être en train de devenir clairement l'avenir. En tout cas, c'est l'avenir de votre téléphone, puisque c'est aussi le passé de vos téléphones. Ça a toujours été sous ARM, les téléphones, les tablettes, la Switch est sous ARM entre autres. Aujourd'hui, c'est les processeurs les plus répandus au monde, hein, les ARM, grâce aux mobiles entre autres. Il y a plus de processeurs ARM que x86, il faut le savoir. Et on a du coup la réunion entre le meilleur de la technologie graphique et le meilleur de l'efficience énergétique au niveau du processeur. Et peut-être qu'on est en train de voir la fusion du meilleur des deux mondes. Enfin, pour réussir ce petit exploit, enfin un petit exploit, c'est pas un exploit technologique, hein, c'est juste que ça n'avait pas été fait avant et que ça veut dire quelque chose de voir Nvidia faire ça. Voilà, c'est plutôt ça. Ça raconte quelque chose. Ils ont couplé une RTX 3060, donc c'est toujours une carte graphique qui s'occupe de ça, à un SoC MediaTek Compagno 1200. C'est un SoC ARM donc, qui est pensé pour les Chromebooks. Donc on a un SoC de Chromebook, une 3060, et avec ça, on arrive à faire des trucs assez sympathiques, vous allez voir. Ils disent qu'ils veulent prouver que les graphismes avancés, ça c'est une citation de Nvidia, les graphismes avancés peuvent être étendus à un ensemble d'appareils plus vaste et plus économes en énergie, donc tout ce qui tourne sous ARM. Ils ont partagé une séquence de gameplay sur Wolfenstein Youngblood, que je vous montre juste ici. Pas de compteur FPS, malheureusement, mais ça a l'air quand même, je vais aller sur YouTube directement pour vous la mettre en grand. Showcase 2 new demos that highlight. Mais ça a l'air de très bien tourner cette histoire. Là, on a du DLSS et du ray tracing. Et c'est le fameux, vous voyez, c'est sur un Linux ARM. Vous le voyez tourner encore derrière. Donc là, on est sur du ARM avec la fameuse 3060 et le processeur dont je vous ai parlé. Et franchement, ça a l'air de tourner plutôt pas mal cette histoire. Avec des technologies très très avancées dans le gaming quand même. C'est pas tout le monde qui peut activer ça, même sur son PC classique. Là, on voit plutôt pas mal les effets du ray tracing sur les reflets des bras, entre autres, de la lumière. C'est quand même pas dégueu. Le jeu semble vachement bien tourner. Ils ont, pour réussir j'ai pas envie d'appeler ça un exploit, mais pour réussir ce tour de force, voilà. Un tour de force. Ils ont dû importer plusieurs de leurs SDK, donc leur outil de travail pour simplifier à l'extrême. Leur outil de travail qu'ils utilisent pour faire du RTX et du DLSS, en fait, ils les ont importés sous ARM, ils les ont réécrits pour l'ARM. On parle du RTX Direct Illumination qui gère l'éclairage dynamique, le NVIDIA Optics
AI Acceleration Denoiser, les noms sont incroyables, pour accélérer le rendu d'image haute fidélité. Le RTX Memory Utility, optimisation de l'usage de la mémoire graphique, le DLSS, et le RTX Global Illumination pour gérer le RTX. Donc ils ont pris ces outils-là, ils les ont refaits pour ARM. Aujourd'hui, on en a 3 sur 5 qui sont déjà disponibles au grand public sous ARM, sous Linux et Chromium, et les 2 derniers qui arrivent très prochainement. Donc là, on est quasiment sur le full-fledged, on a quasiment tout qui débarque sous ARM pour le grand public, c'est quand même assez dingo. Et ça va peut-être aussi ouvrir ces technologies au mobile. C'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Une RTX dans ton smartphone. et tu pourrais avoir des jeux RTX sur ton smartphone et des jeux DLSS sur ton smartphone. Ça serait quand même pas dégueulasse. Et surtout, roulement de tambour, pour faire le lien, ces technologies sont là, il n'y a plus qu'à les utiliser sur une Switch. Voilà, j'en dis pas plus, pas de Switch Pro. Mais sachant que, en vrai, ça c'est une bonne idée parce que ça peut être le futur du PC gaming portable. Et j'ai envie de te dire, pourquoi pas du PC tout court? Effectivement. Après, bon, là, moi je dis PC gaming portable parce que, bon, tu fous quand même une RTX dedans, ça a du coup un prix qui monte, etc. Et ça permet d'avoir une puissance. Pour moi, ce serait. Alors, pour moi, juste le futur de l'ordinateur, c'est l'ARM point. Très clairement. Je pense. L'ARM point, parce que comme le fait déjà sur Apple, sur leur Mac, pour moi, mettons, le futur des Chromebooks, des ordinateurs comme ça, des ordinateurs plus classiques en public, ce serait de l'ARM point et qui ferait tourner très bien un petit peu tout, en n'étant pas du tout énergivore et qui serait très, très bon, très classique. Et pour le PC, ou même juste le PC de gamer, tout simplement, ou le PC, le PC gaming portable, surtout pour dire qu'il soit moins énergivore, bah, ce serait l'ARM X carte graphique, comme l'a fait là, comme j'en avais déjà parlé, et qui pourrait être même juste la norme. Pour moi, l'ARM pourrait devenir principal partout, autant sur smartphone, tablette, ordinateur, et que, mettons, s'il faut un petit peu plus de puissance pour, du gaming ou du professionnel, bah, tu rajoutes une carte graphique ou de la RAM ou un truc du style. Ça pourrait être très bien. En tout cas, l'association ARM carte graphique, qui avait déjà existé, est aujourd'hui en train de recoller à ce qu'on fait avec du x86, quoi. Voilà. Et ça, c'est chouette. On est vraiment Les meilleures en phase de technologies changement. arrivent sur l'ARM, quoi. Voilà. Pour moi, dans peut-être 2-3 ans, on part sur ARM et fini nos fameux X80. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps parce que le problème des jeux, c'est qu'énormément de jeux sont encore développés en X86. Bah oui, de toute façon, la grande majorité, enfin les jeux AAA et compagnie, à part des jeux mobiles, aujourd'hui, oui, complètement. Mais l'autre intérêt de l'ARM, et c'est pour ça que tu as raison, je pense que sur portable, ça va aller très vite, c'est le gain de place. Ça prend vraiment beaucoup moins de place à refroidir, entre autres, et c'est pour ça que ça permet de faire des portables plus fins. Bah voilà, ça reprend, c'est beaucoup plus Candy Crush RTX. Ce serait tellement drôle. Mais en soi, oui, effectivement, bah ouais, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus fin, donc ça consomme moins, c'est plus léger, ça consomme moins énergivore, ça chauffe moins, donc beaucoup d'avantages, j'ai envie de dire. C'est beau. Et je sais pas si c'est plus cher ou moins cher à produire, tiens, de l'ARM que... Bonne question. Ce serait une bonne question, ça. Faudrait comparer avec de l'ARM, à puissance équivalente. De l'ARM et du X80, c'est du coup. Ouais, peut-être. Est-ce que de l'ARM qui enverrait du bois pour aller taper du Ryzen, par exemple, en desktop, en vraiment PC de bureau, est-ce que ça existe déjà? Je sais même pas. Et combien ça coûterait? Je ne sais pas. Après, c'est compliqué parce que techniquement, ça cumule RAM, processeur, carte graphique. Alors ça, c'est si tu fais vraiment un SoC. T'es pas obligé de vraiment tout mettre dedans. Tu peux juste faire que le processeur. À voir. En tout cas, n'ayez pas peur du changement. Il arrive et accueillez-le les bras ouverts. Hâte de voir. On va terminer rapidement sur Amazon qui a persuadé et qui a réussi à faire en sorte que Apple supprime une application de leur App Store. Chose assez drôle. Assez rare. Est-ce que vous connaissez FakeSpot? Jamais entendu parler de ma vie. Je te laisse montrer. Ouais. Tout simplement, c'est de base un add-on que vous pouvez mettre sur votre Google Chrome, Firefox, etc. et qui est un détecteur de faux commentaires. Comme vous le savez peut-être, ou peut-être que vous ne le savez pas, sur Amazon, sur beaucoup de sites de marchands, mais surtout sur Amazon, sur certains articles, il y a de faux commentaires qui sont payés par le revendeur du produit sur lequel vous regardez pour monter les notes. Et ça permet de voir quand c'est une vraie note, un vrai truc constructif et que c'est réel. Donc,
c'est un truc qui est plutôt bien, qui Très est juste bien. un add-on qui est au-dessus et qui permet du coup à l'utilisateur de tout simplement de s'y retrouver, de pouvoir C'est cool être ça. sûr des informations, sachant que sur Amazon, il y en a énormément. Mais j'y reviendrai juste après. Le truc, c'est qu'il y a un tout petit peu moins d'un mois, on va dire un mois à peu près, ce add-on, qui était de base que sur navigateur, est arrivé chez iOS et il est également chez Android, mais je ne sais pas depuis combien de temps. D'accord. En tout cas, il est arrivé sur iOS il y a un mois. Et le truc, c'est que Amazon est en mode, en fait non, tu n'utilises pas ça parce que le souci, et on peut comprendre que Amazon n'ait pas été très content, c'est que en gros, quand vous lancez l'application de FakeSpot sur votre smartphone sur iOS, ça lance, en fait, si vous préférez, ça lance, admettons si vous voulez aller sur Amazon, ça va lancer le code d'Amazon avec la surcouche de FakeSpot, Mhm. ce qui ne se fait pas trop. Parce qu'en gros, il y a une loi, une directive chez Apple et sur tout simplement la création d'applications qui interdit les développeurs, en gros les développeurs ne sont pas autorisés à utiliser du contenu tiers d'une application sans autorisation préalable. Ouais. Et en gros, ils n'ont pas demandé à Amazon s'ils pouvaient utiliser le code de l'application. En gros, ils ont pris l'application Amazon et l'ont foutu dans la leur. Et Amazon n'a pas été très très content et les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Amazon et Microsoft, n'ont pas été très contents et Apple a donné des petites claques sur les doigts avec la baguette à l'application et l'a dégagé de l'App Store parce qu'ils n'ont pas respecté leur demande. Oh, Voilà. c'est compliqué comme sujet en vrai. Hein. Et c'est compliqué parce que sachant que Apple a dit que ce type de surcouche peut être un problème parce que ça peut créer des risques de sécurité potentiels. Parce que vous avez vu que vous avez un add-on au-dessus, donc ça peut potentiellement regarder vos cartes bancaires, etc. Tout ça. Sachant que voilà. Et le souci, c'est qu'ils avaient précisé justement FakeSpot, donc le PDG de l'application qui s'appelle Saoud Khalita, je ne sais pas comment on dit, il avait dit que justement l'application effectivement prenait des données d'utilisateurs mais pour des statistiques mais ne les revendait pas, donc il n'y avait pas de problème de sécurité. Ils essayent bien sûr. Et sachant que Amazon a également dit qu'il y a très peu de temps, ils ont justement pris les choses en main et dégagé énormément, je crois qu'ils ont dégagé plus d'1 million de faux commentaires et de revendeurs justement de Amazon qui faisaient des faux commentaires et donc des fausses notes, qui payaient justement les personnes pour avoir des faux commentaires. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu compliqué parce que en même temps, FakeSpot c'est juste un truc en plus, un add-on qui permet de vérifier des informations, mais le problème de l'application iOS, c'est que ça a littéralement pris le code de l'application Amazon sans autorisation. Je vais te dire, moi je Donc, suis. qui est le méchant dans l'histoire ? Malheureusement, je vais devoir suivre Apple. Hein. Il y a une règle, elle est compréhensible, elle est claire, elle n'est pas visée pour te fumer, elle est pour tout le monde la même. Tu la respectes pas, ils n'ont pas bien lu les conditions, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Alors en plus, ça doit leur faire du mal, je pense, parce que ça doit être le genre de boîte qui était bien en train de grimper, qui prenait de la place et qui se dit oh là là, on va arriver sur iPhone, ça va être la dinguerie, mon ref. Voilà, c'est ça. Et ils se sont fait fumer. C'est ça. Par contre, je suis content de connaître. Maintenant, je le mettrai peut-être comme extension sur mon Chrome, tu vois. Voilà. Donc c'est ça le problème. Après, après le problème de Amazon, c'était est-ce que c'est après. On va dire que c'est. Alors attention, c'est pas Apple qui l'a dégagé à cause de cette loi. C'est Apple l'a dégagé par la demande d'Amazon et a utilisé cette loi-là pour la dégager. Parce que le truc, c'est que Amazon n'est pas très content que c'est un logiciel tiers, bien sûr, donc une petite entreprise qui gère ce genre de choses. Amazon en mode non, nous on a notre système, on dégage nos propres commentaires, on gère ça maintenant. Non, voilà, je fais confiance à Apple, mais pas à Amazon sur le coup. C'est-à-dire que je pense qu'Amazon fait ça aussi parce que, exactement, tu as raison, ils ne veulent pas que ça soit une application tierce. Je leur fais absolument pas confiance sur leur gestion interne de ce genre de problème puisqu'ils n'ont rien branlé depuis 25 ans, grosso modo. J'en rajoute 25 ans, mais vous avez compris. Par contre, à partir du moment où tu le dis à Apple, lui, il utilise mon code, c'est sûr, j'ai vérifié, il utilise mon code, je trouve ça normal que Apple fasse respecter la règle, malheureusement.
Mais ça, c'est je sur, enfin, le mot est complètement mal utilisé, mais c'est pas grave, c'est sur délation, quoi, j'imagine, tu vois, c'est... c'est lui, il utilise mon code, là. C'est pas Apple qui peut voir ça, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'ils auraient pu s'en rendre compte. Il faut savoir qu'Apple fait un Oui. gros travail post-publication des applications, de validation ou pas. Maintenant, je sais pas si ça va jusque-là, en mode on va éplucher chaque ligne de code. Très Pour honnêtement, savoir. j'ai pas d'iPhone et j'ai pas téléchargé l'application parce qu'elle existe toujours sur Android par contre. Et je crois qu'elle s'utilise peut-être à peu près le même système. Après, ouais, effectivement, il y a peut-être un système de problème de sécurité. Est-ce que c'était vraiment le code? Est-ce que c'était déguisé? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué, ouais. C'est très compliqué. C'est ça, c'est ça qui est un peu problématique. En tout cas, c'est arrivé, c'est un peu triste pour FakeSpot, mais on peut pas non C'est plus la jeter vie. la pierre à Amazon, encore moins Apple, parce que ça peut être problématique. De toute façon, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il n'y a que des entreprises qui essayent de faire leur beurre, malheureusement. Ça m'étonne pas qu'Amazon ne soit pas là en mode, mais bien sûr, non mais venez nous aider à faire à dégager les faux commentaires, on a besoin d'aide. Enfin, jamais ils auraient fait ça. Je mets d'avis. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Cassez-vous, on a notre truc. Cassez-vous. C'est nous, on les paye les faux commentaires. Cassez-vous. Ah ouais, voilà. Donc, Mais je voilà connaissais pour pas le- FakeSpot. Ok. Alors, il y a beaucoup de add-ons comme ça sur Chrome. Alors, je dis Chrome parce que c'est Chrome qui en a Oui, le ouais. plus. Des add-ons pour site web. Tu as également des add-ons qui permettent de comparer les sites en temps réel pour avoir le meilleur prix. Un peu comme ferait Oui, ça, ouais, Google ouais. Shopping. Honey. Tu comme as, je crois que c'est ça. Tu as également d'autres add-ons qui permettent de comparer. Tu as carrément d'autres. Je crois que c'est un autre truc qui permet d'essayer de trouver des bons de réduction, des bons Ah d'achat, oui, etc. oui, je sais plus comment il s'appelle. Pas mal de choses. Et je viens de voir qu'en haut de page, ils ont fait une lettre pour Jeff Oui, Bezos. oui, Je viens c'est de ça que le je voulais dire. remarquer. Putain, j'avais vu un truc qui m'avait trigger et oui. Apparemment, on a une petite lettre ouverte à Jeff. Alors c'est con, ils sont pas au courant. Jeff, il est plus du tout président d'Amazon, Oui. c'est terminé. Hein, donc, Jeff n'est plus président d'Amazon depuis le début du mois. Ah oui, d'accord. Non, si, ils sont au courant, puisque maintenant il se lance à fond dans la conquête spatiale. Ça commence par une petite phrase dans sa tronche. On va continuer d'utiliser nos sixième sens pour spotter les faux commentaires. Ouais, je Oui, crois c'est qu'on va sûr. devoir faire ça. Mais c'est vrai qu'une fois, genre, j'ai acheté un truc sur Amazon et il y avait pas mal de bons commentaires. Tu vois, et puis j'ai regardé les commentaires, j'étais en mode ouais, bah ça va, c'est des commentaires normaux. La commande a été envoyée et je vois tous les commentaires se barrer, qu'il y avait plus des mauvais commentaires. J'étais en mode ah! Oh, ils sont Yes. salés, hein. Oh, ils sont salés de ouf. Ils hein. sont très salés parce alors ça je l'ai pas lu, mais parce que je pense que c'était Bah, publié. en gros, ils sont en 18 train de lui dire, alors que toi, tu t'embarques dans l'espace, tu laisses derrière toi la compagnie qui se dit être la plus customer obsess, donc celle qui est le plus proche de ses consommateurs, blablabla. Et là, il fait, mais il est clair qu'aujourd'hui, Amazon n'en a plus rien à foutre, a perdu pied avec la réalité, a essayé de combattre et d'écraser des petits business comme FakeSpot qui sont là pour aider les consommateurs à trouver les fake reviews. T'en as plus rien à foutre, blablabla. Enfin, ils sont salés. Hein. Oh là! Clairement, ils considèrent c'est comme si tu es locataire, d'un coup tu as tes affaires, on dit allez hop, tu dégages. Ah bah c'est nous on essaie de faire le bien et toi tu viens nous dégager pour faire le mal quoi en gros. Ça peut se Oh là 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 là, comprendre, mais Jeff, après, This great power your world demands great responsibility. c'est compliqué. Je peux comprendre que c'est chiant, mais après, il y a une question d'éthique parce qu'ils n'ont pas respecté les lois d'Apple. donc Bah oui, Voilà. c'est un peu facile de se mettre en mode nous on est les gentils qui voulaient sauver les consommateurs. C'est compliqué. Vous êtes un business aussi les gars. Ok, il y a que Je des gens vais- qui veulent faire de l'argent. Oui, hein. voilà, je veux pas défendre Amazon, mais bon, pas tout le temps lui jeter la pierre non plus. Exactement. Restons un peu droit dans nos bottes. Exactement. Donc voilà pour l'actualité de ce jour. On a terminé à 11h04, c'est parfait. On a l'heure en ce moment, on dépasse plus, enfin pratiquement plus, c'est bien. Et pourtant il y avait matière aujourd'hui. hein. Il y avait matière dépassée, en ça, on a réussi à se limiter, à se focus, c'est cool. En tout cas, demain, tu vas nous essayer de parler de PlayStation X Amazon, c'est ça? Non, et Netflix, on va voir. X Netflix, Je vais pardon. lire l'info, si elle est intéressante, je la prendrai. Si c'est pas dingo, je la Oui, laisserai. oui. On verra bien. En tout cas, merci de nous avoir suivis encore une fois pour cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents
réseaux sociaux. La majuscule Yes, était let's go. activée. J'ai Air envie de saut. pleurer. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre évidemment sur le Twitter et l'Instagram pour avoir des petits contenus exclusifs, des news sur quand on est en direct et pour savoir quand nous le sommes ou non. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur YouTube pour les unboxings et pour les replays d'émissions. Et évidemment à vous nous suivre sur cette merveilleuse chaîne Twitch. Et on vous dit des bisous. Et puis Bisous, à à demain, demain. 9h30 pour la suite de l'actu et le replay à 14h. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.